vraie force, c'est de construire des machines et moi de les regarder faire du cash. Si j'avais 20 ans, j'irais contacter tous ces créateurs, je leur créerais un SaaS, je leur dirais vas-y tu fais 3-4 stories, recurring revenu, je prends 20% de marge, parce que tu fais les 30-50 000 par mois en 2-3 mois. Si tu avais une seule formation à 1000 euros, ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que moi je devais trouver 100 clients par mois. T'imagines, c'est énorme, qui payent 1000 euros. Donc mon système n'était pas bon, ma machine elle n'était pas bonne en fait. Elle n'était pas bonne pour faire plusieurs millions par an. Avant, je gérais mon SaaS sur WhatsApp. Un joyeux bordel, les amis. Des vocaux à 23h, des screenshots à retrouver dans 8 groupes différents. Bref, un enfer. Donc un jour, j'ai dit stop. Il me fallait un vrai cockpit pour piloter le support. Et c'est là que j'ai rencontré mon partenaire Crisp. Et Crisp est entré dans ma vie. Mais aujourd'hui, je te parle surtout de leur agent Hugo. Ouais, il s'appelle comme moi. Et vraiment, quand il ne sait pas, il te passe la main. Avec tout le contexte. Et ce qui est pratique, c'est qu'il bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il parle comme un humain et il peut même aller chercher une facture dans Stripe ou modifier un ticket dans Jira. En fait, t'as capté, c'est pas juste une automatisation bricolée, c'est un véritable agent de support complet et branché à toute ta stack. Et franchement, pour une équipe qui scale, ça change la vie. Donc si tu veux tester Hugo, pas moi, l'agent IA, c'est gratuit, pas besoin de CB. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu cliques, tu te branches et tu respires. Donc merci Crisp d'être un si fidèle partenaire et maintenant place à l'épisode. Ouais, je sais pas, en vrai, je sais même pas quel numéro d'épisode c'est, parce qu'avant je le mettais sur les mineurs. Ouais. Je pense que ça va être le 165, un truc comme ça. Ah ouais. Tu vois. En plus, on en parlait là, juste avant là, du coup, des podcasts et un peu de la résilience. Et tu me disais, est-ce que tu es rentable? Est-ce que je te disais, en vrai, je pense que je suis à peine break-even. Ouais. Mais par contre, ce que le podcast et le fait d'avoir, dans mon cas, 160 invités en 2 ans, apporte, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Vous aviez un podcast avec Thibault Louis. Avec Thibault, on avait un podcast. Le million on ou rien. a fait 26 épisodes. Ça s'appelait Le Million ou Rien. Et on y allait vraiment pour le coup tous les jours. Ouais. On a sorti du coup ça pendant 4 mois. En termes de retour sur investissement, nous c'est pas vraiment format podcast, c'est ce que je te disais. C'était discussion à deux, quoi. Ouais, c'était discussion à deux. On a fait les cons, c'était vraiment trop marrant, on s'est trop amusé. Le concept était débile. On se prenait 10 questions, enfin 10 mots, et sur les mots on improvisait. Et ça pouvait être par exemple salariat, tu vois, ou rat race, ou métro, ou réveil, ou rencontre, ou amour, tu vois. Enfin, peu importe, c'était un mot, et on improvisait dessus. Et ça tous les mots-clés qui rapportent bien, qui même Oussama Hamar, on a eu un moment, tu vois. C'était parce qu'on a tous les deux fréquenté Oussama. Moi, je l'ai bossé à The Family, du coup, donc je le connais. Et ouais, c'était vraiment drôle. Après, en termes d'énergie, c'était difficile, en termes d'organisation aussi. Je pense que, tu vois, moi, j'ai beaucoup montré. J'étais un des premiers à vraiment dire ouais, le soloprenariat, c'est un truc de ouf, etc. T'es tout seul dans ta boîte. Mais en fait, c'est au-delà du concept. Je pense que c'est une compétence que j'ai pas, c'est de recruter les gens, de manager les gens. Tu vois, moi, quand je vois comment tu as structuré ton podcast, je me rends compte que c'est vraiment une de mes faiblesses. Moi, je suis quelqu'un qui rentre dans le truc et j'ai du mal, en fait, à. Tu vois, et je sais que c'est un de mes défauts entrepreneurialement parlant. À me poser, à trouver les bonnes personnes, à déléguer, à structurer les business, tu vois. Et maintenant, en fait, grâce à l'IA, j'arrive maintenant à, tu vois, à faire mes petites, à cloner en fait mes copywriters. Tu fais des agents, quoi. Ouais, je me fais des agents. Donc en fait, maintenant, dans mon équipe, on est 5, mais objectivement, on est 20, 30, tu vois. Mais j'ai pas besoin de les manager parce que je parle à des robots. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que nous, on a fait ce podcast-là aussi avec Thibault. Et en termes de retour sur investissement, on avait eu, je crois qu'on avait rentabilisé aussi Break-Even. Parce qu'après, on avait sorti notre mastermind, tu sais, qu'on avait un gros high ticket à 10 000 euros. Et on avait rentabilisé, on avait des clients qui nous avaient trouvés depuis le podcast, justement. Ouais, donc en fait, c'est pour ça. C'était un format cool. En plus, je me rappelle, les gens nous regardaient, tu sais, nous écoutaient en courant. Et l'avantage du podcast aussi, c'est que les gens t'écoutent dans des contextes où ils ont du temps, tu vois, soit à la salle de sport, soit en train de marcher dans la rue. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis dans la rue, j'écoute plein de podcasts et il manque beaucoup de contenu, je trouve. Bon, il y a des contenus que j'adore, tu vois, par exemple, les formats de Guillaume, par exemple, j'adore Moubèche, où il improvise front cam comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire aussi là dans quelques le format brut, il y a lui, il y a Théo Lyon, Grégoire Gambato. Ouais. Mais il n'y en a pas assez, en fait. Il n'y en a jamais assez. Moi, j'adore les podcasts. Je marche énormément. Il y a beaucoup de gens qui courent de plus en plus aussi, tu vois, surtout à Paris. Donc, en fait, le marché, il est en train d'exploser sur le marché du podcast.
Mais moi, je vais relancer mon podcast aussi. Mais cette fois, j'ai envie d'aller inviter vraiment des top guns de la chaîne entrepreneuriale. Tu vois, Matt Gray, je sais pas si tu vois qui c'est. Bah si, mais ça, comment tu veux l'avoir du coup? Bah, je l'ai rencontré à Lisbonne. Il Ah, est trop venu à bien. Lisbonne, j'ai fait un hike avec lui. Mm. Donc j'ai son numéro, on a sympathisé. Je suis dans le groupe aussi de Justin Welch. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai envie en fait, d'aller inviter des gens comme ça et les mettre sur le devant de la scène française. Alors je dis ça, j'ai pas encore essayé de les contacter. Mais ouais, transformer mon contenu plus anglais, là, anglophone. Ouais, ok. Et aller sur des contenus, tu vois, mettre un peu en avant le côté branding, personal branding, parce que le podcast fait partie du personal branding. D'ailleurs, c'est un peu sur ça sur lequel je me suis positionné. Et d'ailleurs, beaucoup de gens commencent à se positionner uniquement sur ça, tu vois. Enfin, sur le personal branding et la puissance que ça. Tu vois, c'est ce que tu me disais. Genre, t'as rencontré combien? 150 personnes? Bah, je te dis même plus, hein, je pense que toi, t'es l'épisode genre 165, un truc comme ça. Enfin, les gens iront vérifier là, normalement, je le mets dans le. Enfin, la personne que j'ai recrutée le met dans le titre. Parce que du coup, tu vois, juste pour répondre à ta question, en fait, tu vois, là, le podcast, en fait, c'est en effet hyper chronophage parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais moi, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir en fait la bonne rencontre, le bon recrutement. Elle est tombée sur moi sans que je la cherche. Tu sais, souvent, en fait, moi, là, pareil, moi, je suis comme toi, je suis pas un bon recruteur, je suis pas un bon manager, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Et donc, du coup, moi, c'est ça que je compte un peu sur la chance. Donc, du coup, la chance qui augmente au fur et à mesure du temps. Et tu vois, la Capucine que je salue, je l'ai rencontrée par un pote, peut-être que tu connais, Clément Vanier. Il est un peu. Ouais, très bien. Ouais. Et ben, en fait, elle travaillait avec lui. Il est venu Ok. faire une vidéo 24 heures Wiz avec moi. Et c'est elle qui gérait ça. Et après, elle a arrêté de travailler avec Clément. Et moi, je l'ai appelé et dire, bah, en vrai, moi, je cherche quelqu'un. Et en fait, c'est elle qui fait la chef d'orchestre, en effet, avec les studios, les monteurs, les media makers, la partie copywriting, la partie distribution. Et en effet, il y a énormément d'étapes. Donc, en fait, moi, voilà, je suis pas un bon délégueur. Ouais. J'ai juste trouvé la bonne personne. Bah, Donc, trop il y a un bien. mélange de Mais chance. c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, moi, l'une des choses qui m'a empêché de scaler pendant un an, et j'en ai parlé à Matt Gray aussi, quand on faisait le hike, je lui ai dit en fait, la barrière entre 50K par mois à 100K par mois, même 150 voire 1 million, elle est dans le recrutement, tu vois. Ah bah oui. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es solopreneur, tu n'as pas l'habitude du coup, de travailler avec des gens. Et la seule référence que tu as, c'est comment dire, c'est comment est-ce que les autres t'ont traité quand tu as travaillé pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as commencé à travailler, tu aimerais que traiter la personne comme tu aurais aimé qu'elle te traite, que la Ouais. personne avec qui tu travailles te traite. Et c'est un très mauvais réflexe. C'est comme, alors c'est ce truc que je compare un peu, enfin, il y a une comparaison assez drôle pour imaginer ça. C'est en fait la première personne, par exemple, que t'aimes, tu tombes amoureux, c'est parce que tu l'identifies à l'amour que ta mère a de toi. Tu vois, donc c'est un amour inconditionnel. Tu attends que l'autre t'aime de manière inconditionnelle. Et de la même manière, quand tu recrutes une personne, tu estimes que l'autre te doit tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, sans vraiment que tu aies besoin de lui expliquer quoi que ce soit, sans, tu vois, tu dis, bon, démerde-toi, quoi. Et c'est un énorme problème dans le recrutement, et c'est ce que je disais avec Matt Gray, du coup, à ce moment-là, et on a eu une discussion, lui, ça lui a pris 5 ans de galérer à trouver des bons gars, etc. Et il m'a dit, en fait, le truc qui a tout changé, c'est quand tu augmentes ton niveau comment dire, De personal branding? non, ton niveau Non. d'exigence Ah, avec ok. les gens que tu recrutes. Et c'est ce que dit d'ailleurs beaucoup Guillaume Moubèche quand je l'avais rencontré aussi à Cape Town. Il disait en fait, à un moment, quand tu veux jouer en NBA, tu te comportes comme un joueur de NBA, tu vois. T'es pas... En fait, au bout d'une semaine, tu sais si le mec il est dans la bonne équipe ou pas. En Ah vrai. ben complètement. Et c'est ce que disent les Américains, c'est hire slow, fire fast. Tu vois, c'est-à-dire recrute doucement, mais vire très vite. Et moi, je faisais l'inverse. Je recrutais très vite. Je disais, ah, trop bien, putain. Ouais. Déjà, je me sens hyper reconnaissant que tu bosses pour moi. Donc, en fait, tu vois, genre, c'est plus moi qui étais people pleasing en mode, s'il te plaît, ça va être trop bien, t'inquiète pas, on va faire un truc de ouf. Alors qu'en fait, non. Et l'histoire, la pire dans cette histoire, c'est qu'il m'est arrivé où, à un moment, on était 5 dans l'équipe. Et au moment où j'avais fait un mauvais recrutement et que je l'avais mis dans l'équipe et que cette personne était mauvaise, elle faisait descendre le niveau de tout le monde. Parce qu'en fait, les gens bons n'ont pas envie de bosser avec des gens moyens, tu vois. Et du coup, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir quelqu'un même de moyen dans ta team si tu as un niveau d'exigence hyper haut, quoi. Et du coup, c'est juste pour rassurer les gens qui nous écoutent, tu vois, sur le soloprenariat, sur le recrutement, qu'ils ont l'impression vraiment d'avoir atteint un palier de verre. C'est qu'on est tous en fait en galère à ce niveau-là, quoi, tu vois. Et dans le podcast, du coup, pour conclure sur
cette introduction qui n'a ni queue ni tête, parce qu'on est parti en podcast sans avoir lancé le podcast. Ah oui, non, mais tu sais, moi, je fais pas d'intro en fait dans le podcast. Hein. Ok. En fait, en général, tu sais, on est en mode small talk avec la personne. Ok. Et puis, en fait, c'est pour ça que j'attends toujours. Et tu sais, les gens qui sont derrière, qui installent, et je leur dis, vous me dites dès que vous êtes bon. Et en fait, dès qu'ils me disent c'est bon, on va appuyer sur rec, bah en fait, je poursuis la discussion qu'on était en train d'avoir. Ok. Donc en fait, on reste dans quelque chose de T'as naturel. raison. Ouais. Parce que sinon, tu sais, les gens, ils sont un peu. Sinon, tu sais, il y a ce côté tournage, en fait. Ouais. Et tu vois, même si on est à l'aise, tu vois, je suis à l'aise, t'es à l'aise. Quand tu dis je dois commencer, quand quelqu'un me dit action, eh bah, t'es pas 100% naturel et ça. Ouais, ça fait Déjà, des podcasts, les 5 moments de gêne. Bonjour. Ouais. Alors, Oui, bah. tu vas te présenter. Ça me fait évidemment très plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est Tu ça. vois, quand quelqu'un me dit merci pour l'invitation, je fais ah merde, ça veut dire que je l'ai pas encore mis à l'aise là. Tu vois, il faut. Merci pour l'invitation. Nous c'est facile parce qu'on se connaît. Mais tu vois, moi, franchement, une fois sur 3, la personne qui est là, c'est la première fois que je la vois quand elle est dans ce fauteuil, quoi. Ouais. Donc des fois, quand on appuie sur rec, ça fait 5 minutes qu'on se connaît, quoi. Ouais, c'est une bonne strat. Parce que c'est ça en fait, le podcast. Parce qu'une fois sur 3, j'invite des gens avec qui en fait j'ai envie de parler. Tu vois, en fait, le fameux message que tu enverrais à la personne en disant je sais pas encore ce qu'on devrait faire ensemble, mais je pense qu'il faudrait qu'on se parle parce qu'il y a peut-être des synergies. Tu vois, moi, je déteste qu'on m'envoie ça, comme tout le monde, donc je me refuse de l'envoyer à quelqu'un. Et puis quand bien même un quart d'heure de visio, de Google Meet, entre 1000 autres visios ou 1000 autres blocs, tu noues pas une relation. Ouais. Alors que tu viens sur le fauteuil, tu t'es déplacé à moi j'ai loué un studio, ça me coûte de l'argent pour qu'on discute, et on va discuter 1 heure, 1 heure et demie. Ah là, c'est plus la même relation après. Ouais. Non, c'est clair. De toute façon, c'est chiant d'organiser les podcasts. Ça prend trop de temps. Mais en vrai, encore une fois, tu vois, moi, avec le temps, c'est devenu en fait tellement une routine pour moi, en fait, faire mes 4 podcasts toutes les 2 semaines. Donc en fait, toutes les 2 semaines, je viens et j'en enregistre 4. Bah, en fait, c'est devenu une routine pour moi, comme, je sais pas, tu dois faire ta compta à la fin du mois ou tu dois faire des choses comme ça, tu vois. Mais c'est surtout qu'en plus, moi, tu vois, mon nouveau projet, il est vraiment né aussi de ce constat-là de l'interview, qui est pour moi le meilleur format. Et d'ailleurs, j'ai eu cette idée parce que avec Thibaut, on dînait beaucoup dans des restaurants, on allait beaucoup déjeuner. Bon, c'est vraiment le délire de Thibaut, c'est de faire des dîners. Enfin, la majorité des entrepreneurs aussi, mais bon, bref. Et en fait, quand on dînait, on disait putain, on aurait trop dû s'enregistrer là, tu vois. À chaque fois, en fait, chaque discussion devrait être un moyen de créer du contenu. Et d'ailleurs, pour reparler de lui, hein, désolé, après j'arrête, mais quand j'étais avec Matt Gray, il y avait son caméraman et on marchait, tu vois, dans les bois. Et en fait, il y avait son caméraman qui faisait des plans. Il avait tout le temps un micro, tu vois, sur lui. Donc chaque mot qu'il dit est un contenu. Ouais. Voilà, chaque chose qu'il dit, chaque chose qu'il fait, chaque chose comment il se déplace, c'est un plan, un truc, un machin. Donc en fait, c'est comme si tu avais... C'est impressionnant de voir vraiment... C'est un gros créateur, il a plusieurs millions d'abonnés, tu vois, sur ses réseaux. Il fait plusieurs millions de vues par mois, etc. Mais en fait, sa vie, elle est filmée comme si tu avais des gens, tu vois. Et en fait, le vidéaste prend les vidéos, il les monte, et lui, il se pose devant sa caméra, il rush, et c'est comme ça qu'il fait son contenu, tu vois. Donc la discussion, pour moi, c'est un des meilleurs formats pour pouvoir créer du contenu, en fait. Parce que c'est là que tu extrais toutes tes pensées, toutes tes connaissances. Bah, en vrai, tu sais qu'en fait, tout ça, on n'en est pas loin. Tu vois, quand tu regardes maintenant avec, du coup, avec les lunettes, qui prennent des photos, qui enregistrent et tout, en fait, demain, parce que c'est ça que... C'est ça. En fait, aujourd'hui, alors, encore une fois, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous prendre pour des oufs. C'est qu'en effet, nous, si on pouvait créer du contenu tous les jours, on le ferait, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est d'avoir tous les jours un micro et un caméraman qui te suit. Ouais. Tu vois, moi, je me rappelle d'un mec, tu vois que c'est Maxime Barbier. Bien sûr. Ouais. Que j'adore, tu vois, qui a aujourd'hui fait Time Life. Et Lisbonne. Et qui est à Lisbonne, non, ouais. Il n'est pas rentré à Paname ? Ah, je sais pas. Bon, peut-être, j'ai un doute. Bon, bref. Excellent épisode avec Maxime que j'avais tourné, moi, il y a 1 an. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne. Time Life, ceux qui cartonnent, là, je sais pas, bref, on le félicite. Et à l'époque de Minute Buzz, donc il y a quand même, c'était il y a genre 2017-2018. Donc, tu vois, la création de contenu B2B, elle n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui en 2017, tu vois, donc c'est comme il y a 8 ans, il y a un monde. Et ben, à un moment donné, il avait un stagiaire qui le filmait tous les jours, et tous les jours, même sur sa page fan Facebook, donc on est encore dans un ancien monde, et ben, en fait, il faisait une sorte de Reels monté avec le résumé de sa journée, les bons trucs, les mauvais trucs, et en fait, tous les jours était en fait la création de contenu. Guillaume Moubèche, c'était ça aussi. Son premier employé, c'était un vidéaste, un stagiaire. Ouais, chaque fois qu'il se déplaçait, il le filmait, etc. Mais en fait, c'est ça que les gens... Ça peut pas durer, en fait, parce que au bout d'un moment, c'est quand même ultra contraignant. Alors que demain, imagine, tu as les lunettes qui filment et qui enregistrent tout.
bah, peut-être qu'on pourrait le faire. Et à la fin de la journée, tu appuieras sur un bouton et ça te fera un résumé de ta journée. Mais il quoi. y a un truc IA là, moi que je vais acheter d'ailleurs, c'est un petit truc que tu mets, j'aimerais bien faire un partenariat avec eux d'ailleurs, c'est un truc que tu mets et qu'en fait tu enregistres toute ta journée, tout ce que tu dis, tu Ouais. le colles sur ton téléphone et ils enregistrent toute ta journée, toutes tes discussions que tu as, ils reconnaissent ta voix et après à la fin il te fait une synthèse avec tout ton transcript de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, comment, pourquoi, enfin un résumé de ta journée quoi. Donc, tu vois, en fait, Les anti te Big fais, Brother sont en PLS là. tu te non mais et moi le truc que j'aimerais dire sur les gens qui nous écoutent, je sais pas si ton audience c'est des entrepreneurs en général. Ouais. Essentiellement. Ouais. S'il y a, bon, je me suis pas présenté, mais je faisais du growth hacking à l'époque. Je travaillais à The Family, j'ai coaché beaucoup de boîtes de The Family qui ont dépassé le milliard en valorisation aujourd'hui. Enfin, c'est pas grâce à moi, mais en tout cas, c'est dans l'endroit dans lequel je travaillais. Tu traînais dans les parages, quoi. Je traînais dans les parages, ouais, exactement. Et donc, le growth hacking, c'est des techniques marketing qui te permettent d'avoir de l'acquisition, de trouver des clients à moindre coût, etc. Machin. Mais on m'a souvent posé la question et j'avais un peu honte d'y répondre à l'époque. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que j'aime bien, je suis un bidouilleur, tu vois, sur l'acquisition. Mais s'il y a un hack, le meilleur hack que j'ai fait, après 10 ans dans ce métier, ça a été d'écrire sur LinkedIn. Ça a été le meilleur hack en termes de rentabilité et en termes de, tu vois, de scale. C'est-à-dire que à la fin, c'était fatigant, c'était de la charge mentale, mais écrire une fois par jour sur LinkedIn m'a rapporté plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires seul, avec 90% de marge, tu vois, sur un an. Et vraiment, j'étais à Bali, je prenais mon ordi et j'écrivais quoi, tous les jours sur LinkedIn, une fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois par jour. Tant que je n'avais pas fait mes 5 000 euros dans la journée, j'arrêtais pas, tu vois. Et bon, là, on parle de chiffre d'affaires, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas un monde dans lequel tu peux faire autant d'argent en vendant une formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que les gens ne comprennent pas, et si moi j'avais 20 ans par exemple, ou même si j'étais étudiant ou quoi que ce soit, et ce que je recommande d'ailleurs à beaucoup de gens, à tous mes frères, je leur ai dit de le faire aussi, de créer du contenu, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as une audience, peu importe ce que tu crées demain, tu auras toujours des clients. Tu vois, j'ai lancé mon SaaS là, il y a, du coup, Empire Internet. J'ai lancé mon SaaS il y a 2 mois. Je suis déjà au chiffre d'affaires d'une boîte qui potentiellement aurait mis plus de 3 ans à atteindre ce MRR, tu vois, de recurring revenu tous les mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, j'ai accompli ce qu'une entreprise avec pas d'audience accomplit en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, de galère à convaincre les gens, etc. Machin. Moi, en 2-3 posts LinkedIn, j'ai Ça dépend réussi des SaaS. Il y a des SaaS qui ont des croissances fulgurantes tout de suite. Hein. En vrai, pas tant. Parce que du coup, tu as beaucoup de. T'as souvent une marge en moyenne, en général, tu vois, même Tapit, c'est un bon produit. Tu vois, J'adore. Voilà, il documente bien, il est à 10 000 par mois. Je crois, parce que lui son produit, il n'est pas cher, mais Tapit, en tout cas en termes de nombre de users, c'est une super croissance. Quoi. Ouais. Franchement. Puis Kylian, il exécute de fou. Hein. Ouais, Tapit, pour expliquer aux gens, Tapit, donc TAAP.it, tap.it, donc Tapit, c'est la marque. En fait, c'est une sorte un peu de Bitly, en fait, pour shorter des liens. Mais c'est surtout, en fait, shorter les liens pour que quand tu cliques dessus quand tu es sur ton téléphone, au lieu d'arriver sur Safari, par exemple, la page YouTube de Safari ou la page LinkedIn de Safari, donc en fait, où tu n'es pas connecté ou quoi, tu arrives directement sur l'app et tu es connecté, tu peux liker, commenter, etc. Donc en fait, par exemple, pour tous les créateurs, quand on met des liens YouTube ou des liens LinkedIn ou des liens Insta ou ce que tu veux, ou des liens Notion, ça fait arriver directement dans l'appli. Ouais, mais ça a un nom, ça, mais du coup, je l'ai mal présenté, l'outil, mais je n'ai pas le nom, mais bon, vous avez capté l'intérêt, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, tu vois, sur le côté de Tapit dans la viralité, c'est ce que tu disais, c'est que chaque créateur utilise Tapit. Mais en tout cas, bref, moi, tout ça pour dire, je pense que bien sûr, il y a des SaaS qui arrivent à faire des croissances ahurissantes en mode explosion comme ça. Mais moi, si je devais lancer un SaaS, par exemple, demain, si j'avais une idée de SaaS, la première chose que je ferais, c'est soit j'irais voir un créateur pour devenir partenaire avec lui. Pour faire de l'influence. Ou je commencerai à écrire, en fait. Même avant de développer mon app, je commençais à écrire soit sur LinkedIn, créer du contenu. Enfin, créer du contenu, tu vois. Le mieux, c'est de faire les deux. De toute façon, en fait, là-dessus, tu prends un convaincu. Hein. Moi, toi, tu vends un SaaS qui fait de la création de contenu et moi, je vends de l'influence. Donc, en fait, en effet, il faut créer du contenu pour avoir son propre média organique. Et alors, en effet, c'est du long terme. Hein. C'est comme le SEO. Et donc, en fait, nous deux, je pense qu'on a commencé à peu près au même moment. Ouais, il y a moyen. Et tu sais qu'en fait, c'est marrant parce qu'en fait, souvent, c'est pas que je me compare, mais tu sais, des fois, tu vois un créateur, tu regardes à combien il est
Et puis tu regardes après 6 mois après, tu vois en fait, des fois je fais ça pour voir si j'ai toujours la même évolution. Ouais. Tu vois, tu sais, franchement, bah, évidemment, maintenant j'éclate moins que Moi aussi, ouais. la première année. La première année, c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, moi, ça m'est arrivé des fois de faire des journées à 2000 abonnés. Enfin, maintenant, j'en suis méga loin, quoi, Ouais. tu vois. D'ailleurs, je sais même pas combien je fais, mais je pense même pas gagner 100 abonnés par jour, tu vois. Ouais. Mais c'est beaucoup plus difficile. Toi, t'es à combien aujourd'hui. maintenant? Je sais même pas, je regarde. Je pense plus. alors, voilà, pourquoi je disais ça, c'est que tous les deux, et bah, depuis 3-4 ans, et bah, en fait, à chaque fois, on est à peu près pareil. Ouais. Mais je crois que tu m'es quand même repassé devant. À chaque fois, j'étais un peu devant. Ouais. Et là, je sais pas, Je sais t'approches pas. tes 60 là, non? Je regarde plus les abonnés en fait. Enfin, aujourd'hui, le message il a vraiment changé. Moi, j'ai fait des posts à des millions de vues, bah, comme toi, tu vois. Mais enfin, pareil sur Instagram. Il y a des gens. L'acte de s'abonner à quelqu'un, il est devenu beaucoup plus compliqué. Ouais, Instagram, c'est dur comme game aussi. Ouais. Waouh. Instagram, c'est très difficile aussi. Mais pourtant, tu vois, moi, je le vois. J'ai eu un mois là, le mois de septembre. J'ai fait autant de vues sur Instagram avec 6500 abonnés que sur LinkedIn avec 57 000 abonnés. Mais de quoi. toute façon, le contenu, il est plus dépendant du nombre d'abonnés que tu as. C'est ça le truc. C'est ça qui est beau. Après, je pense qu'il y a une différence entre créateur de contenu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est il y a ce que tu dis et qui le dit. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut penser quand tu crées du contenu. C'est qu'au début, bah, bien sûr, enfin, en gros, tu prends le même post, pareil, copier-coller, avec, je sais pas, un mec qui est connu, comment il s'appelle, le mec qui veut être mon associé là, tu vois. Éric Larchevêque. Ouais, voilà, Éric Larchevêque, tu prends exactement le même post, tu vois, sur un mec random avec Éric Larchevêque qui fait forcément 1000 likes, tu vois, sur ses posts, alors que bah, même si toi, c'est bien copyrighté, c'est bien écrit, etc., tu vas en faire 2 de likes, parce que t'es pas Éric Larchevêque, tu vois. Et l'objectif, et moi, ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez un de mes potes à Lisbonne, qui est l'un des premiers créateurs, formateurs sur Udemy, qui a vendu plus de 2 millions de formations, 2 millions de formations dans le monde, et qui, lui, écrit hyper mal sur LinkedIn, vraiment très très mal, mais à chaque fois qu'il écrit, il fait 14 000 likes et plusieurs millions de vues, tu vois. Je me suis dit, putain, donc moi je me fais chier à apprendre le copywriting, à écrire, à faire bien le truc, machin, et lui il monte sa vieille tête en un selfie, hello les gars, je viens de lancer mon nouveau cours, 14 000 likes avec des millions d'impressions, des millions de ventes, il faisait genre 14 000 euros par heure, mais je faisais, mais what, qu'est-ce que j'ai raté en fait, tu vois. Et c'est là que j'ai compris un truc, c'est que en fait, tu as bien entendu la création de contenu, mais tu as aussi qui tu likes et qu'est-ce que ça implique de liker, tu vois. Et pour ça, j'ai identifié des caractéristiques, j'ai fait ça sur ma chaîne YouTube, de comment est-ce que les gens ont réussi à atteindre ce niveau-là, tu vois. En fait, peu importe ce que tu dis, tu vois, par exemple, je dis Elon Musk, mais Elon Musk, il dit Prout sur Twitter, il fait 1,5 million de vues, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, sans forcément apporter de la valeur. Et alors, du coup, je vais en donner peut-être, si tu veux, 3 que j'ai identifiés. L'un des premiers, c'est pour créer du contenu en masse, de devenir vraiment reconnu auprès d'une audience. Le premier, c'est apporter de la valeur. Et apporter de la valeur, par exemple, sur mon pote, il fait des cours sur Udemy pour apprendre à coder à des Indiens. Et j'ai analysé son truc, j'ai dit putain, en fait, c'est un peu ok, what the fuck, quel est le trick derrière, tu vois? Pourquoi est-ce que les gens l'aiment autant et le considèrent autant comme un dieu? Bah, la vérité, c'est qu'en Inde, il n'y a pas d'éducation, les gens sont dans la rue, ils ont très peu d'argent, et donc en fait, mon pote les aide à gagner entre 2 voire 10 000 euros en apprenant une compétence qui est recherchée dans plein d'entreprises. En Inde, du coup, la tech. Donc, il leur apprend pour 15 euros à gagner 2 000 euros par mois. Donc, potentiellement, en fait, il a fait passer des gens qui étaient à la rue à des gens qui ont une famille aujourd'hui et qui gagnent très bien leur vie, même plus que la moyenne, grâce au code et grâce à ce qu'il leur a transmis. Tu vois. Et donc, bien sûr que quand tu as quelqu'un qui t'a aidé comme ça, bien sûr que tu as envie de le remercier et que quand il poste quelque chose sur LinkedIn, tu vas liker et l'encourager parce que tu as envie de le remercier. Tu vois. Et donc ça, c'est par exemple aussi ce qui a fait beaucoup Shubham. Tu vois. Shubham, il a une identité, il a une image que les gens apprécient énormément. Tu vois. Shubham Sharma. Tu vois, mais ce qui est chiant, c'est que tu vois, ça, je sais que c'est un nom, c'est un biais. Tu vois, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai un truc sur LinkedIn, ou même sur l'ensemble des réseaux sociaux. Franchement, moi, quand je vois un pote, je fais l'action de liker avant de lire. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais justement parce que c'est la personne. Et donc, ça, tu le fais avec tes potes et tu le fais avec les gens que tu admires. Tu vois, par exemple, si demain,
c'est pas que je l'admire ou je l'admire pas, on va reprendre l'exemple de Eric Archevêque. Si globalement, je suis toujours d'accord avec lui, j'aime ce qu'il fait ou quoi, et bah pareil, moi, tu vois, il y a des créateurs comme ça, ou des entrepreneurs, ou des artistes ou quoi. Dès que je vois un post d'eux, je like avant de. C'est le deuxième manière de faire exactement, de faire cette identité Ouais. de brand et de faire en sorte que tout le monde te like. J'ai appelé ça The GOAT. Effectivement, The GOAT, c'est et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que tu as commencé, toi. À mode sur ton titre, je me rappelle, tu avais dit j'ai monté 3 boîtes à plus d'1 million. 6. 6 boîtes à plus d'1 million. Et en fait, ce titre, effectivement, tu dis ah putain, le mec qui pèse, tu vois. Genre, C'était Benoît Dubo qui m'avait appelé comme ça dans une accroche de poste en m'invitant sur son podcast. ouais. Et ce jour-là, j'ai eu un Swift. C'est marrant, alors, j'étais dans un camion en direction pour l'Ukraine. À l'époque, tu sais, genre que j'avais pris un camion avec 2 potes et on Ouais. était en mode convoi humanitaire. On allait à la frontière polonaise aider les Ukrainiens qui venaient côté polonais, quoi, tu vois. Et ce jour-là, il lance le podcast sur les jeunes branches. Tu sais, c'était vraiment la deuxième grosse vague du podcast Ouais. après le Covid, 2021-2022. Et il fait un post avec ma tronche. Et genre, ce mec a monté 6 boîtes à ça. Alors, tu sais que j'avais du bizarre dans le podcast et c'est lui qui m'a donné ce titre. Ouais. Et là, son post, mais il fait genre 10 000 likes et tout. Ouais. Et dans la journée, j'ai genre 3500 demandes de connexion. Tu sais, Ouais. ça n'arrêtait pas. Enfin, c'était. J'ai reçu plein de messages, plein de mails et tout. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, mais comme quoi, tu vois. Et là, il m'a aidé parce qu'après, je me dis, bah, ce titre, il marche bien. Et je m'en suis servi, moi, après, pour mon branding. Je l'ai enlevé depuis 1 an. Tu vois, maintenant, on le voit plus trop. Mais tu vois, la preuve, je l'ai enlevé il y a 1 an. Mais tu vois, ça t'a marqué, tu l'as encore parce que je l'ai matraqué. Bien sûr. Mais en fait, c'est des identités. Moi, je pense que, par exemple, alors, de ce que j'estime, moi, par rapport aux 2 que je vous ai donnés, je peux en donner un troisième juste après. Mais par rapport aux 2 techniques, et c'est un truc que tu n'intellectualises pas. Tu Ouais. vois, quand tu crées du contenu, beaucoup de gens se disent ah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, j'ai marché. Et en fait, ils vont te donner des hacks de copywriting, etc. Alors que fondamentalement, le vrai sujet, c'est pas celui-là. Ouais, c'est qu'ils Le ont eu de vrai la chance, sujet- ils ont fait un bon truc sans trop le C'est savoir. pas En fait, vrai. quoi. Ouais, en fait, tu fais des trucs sans forcément le savoir. Moi, je sais que j'ai apporté beaucoup de valeur, mais j'ai pas eu. Par exemple, je te donne un exemple de Thibault Louis. Tu vois. Même Thibault, je pense, j'ai pas eu ces discussions avec lui. Mais j'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez voir ça, Kevin Dufresne. J'ai fait ma dernière vidéo, c'était sur justement expliquer ces théorèmes de la viralité. Et par exemple, Thibault Louis, quand je l'ai vu arriver sur LinkedIn, c'était. Alors, je sais plus comment j'ai appelé ça, c'était. Euh, From Zero to Hero. Un peu un truc comme ça, tu vois. Thibaut, c'est le mec où. Ah non, je l'ai appelé He is cute. C'est la théorie du He is cute. J'aime bien les noms de théories. Et tu sais que ça, pareil, un aparté, donner des noms à des biais ou à des méthodes ou à des machins, genre on peut l'inventer nous-mêmes. Bah, Les c'est gens adorent. Start with Why. Ouais. Le Start with Why, la semaine de 4 Ça, c'est ce que heures. j'appelle la stratégie du manteau blanc. Tu sais, genre, tu inventes totalement un truc. Ouais. Et ça, bon, voilà, aparté, mettez du branding sur des Bah, méthodes. le growth hacking, c'était ça aussi. Ouais. C'est pour ça que ça a marché. Bon, bref. Le growth hacking. Ouais. Et donc, He is cute, c'est quoi? C'est en gros drôle, intelligent. J'ai envie que tu réussisses, tu vois. Genre, tu me fais marrer. Je me rappelle, Thibaut avait commencé à faire des mèmes. Ouais, il faisait des mèmes. Voilà. Il me faisait exploser de rire avec ses mèmes, tu vois. Même encore aujourd'hui, dans la réalité, il est comme ça, tu vois. Il est pas marrant, quoi. T'as envie de. Enfin, il a un humour vachement, tu vois, piquant, etc. Et du coup, finalement, je me rappelle, et je me suis dit, C'était putain, plus léger quand même à l'époque. Maintenant, c'est plus ça va, plus c'est grinçant. Alors après, moi, je l'ai pas sur LinkedIn, il m'a kéblo, moi. Donc, ah ouais. j'ai osé mettre un commentaire, je crois, à un moment donné. Il a pas dû plein de Ouais. fois, c'est pas grave, Ah tu ouais, vois. c'est vrai, Vraiment, alors là, mais no hard feeling, il n'y a aucun Ouais. problème. Mais donc, je vois plus trop ce qu'il fait. Ouais. Mais du coup, c'était quand même moins sarcastique, enfin, c'était moins cynique à l'époque. je Ouais, crois. exactement, je suis d'accord. Mais ce rôle qu'il a joué, et c'est une stratégie que du coup personne. Alors ce que je vous révèle là, c'est un truc qui vient de moi. Hein, c'est pas lui c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais moi, en tout cas, en tant que créateur, j'étais devant lui en termes d'abonnés. J'étais devant lui. Je créais du contenu depuis beaucoup plus longtemps que lui. Mais il a réussi à me dépasser sur le nombre d'abonnés. Et je me rappelle que la sensation que j'avais à ce moment-là, c'était que je voulais l'aider. Et donc, en tant que moi, gros créateur, je voyais un mec qui postait 4-5 fois par jour. Donc, forcément, je le voyais sur mon feed. Je voyais que Benoît Dubos, les gros créateurs, le fondateur de l'automatisation, la Podawa, etc., machin,
qui venaient liker, toi non, etc., qui venaient liker ses posts, qui venaient commenter, qui venaient rigoler en fait sous son feed. Donc moi, je suis venu aussi rentrer dans la partie. Le truc qui était hyper intéressant avec Thibaut, c'est qu'il a réussi à se mettre dans la poche les créateurs sans avoir besoin de leur parler, juste parce qu'en fait, par un encheminement de petites choses, on l'a trouvé sympathique, on a trouvé que c'était drôle. Et qu'en fait, je pense que bien sûr, quand tu as un gros créateur qui vient te liker tes posts et qui vient te marrer avec toi sous tes posts, et bah, ça te donne de la légitimité, ça te donne de la crédibilité. Et bien sûr, bah, tu peux rien y faire, quoi. Il y a moins ce game-là maintenant. Tu te rappelles, il y a genre 2-3 ans, il y avait un petit peu cette entre-soi un peu des gros créateurs LinkedIn, Bien sûr, où tout le monde venait se donner un peu de la force. Et encore une fois, hein, moi je te dis que ce soit toi, les autres. Et en fait, c'était une sorte de pacte entre nous tous, mais sans qu'on se le dise. Exactement. C'était, franchement, des fois, je lis même pas ce que tu mets, mais je viens liker, je viens commenter. Donc en fait, si tu me vois faire une fois, 2 fois, 3 fois, bon bah tu vas le faire aussi. Et en fait, on s'est tous un peu portés comme ça. En fait, maintenant, il y a tellement de créateurs, tellement de trucs comme ça. Mais c'est surtout que maintenant, et que je pense qu'on peine même tous. En fait, on est de moins en moins sur LinkedIn en fait aussi. Je sais pas si toi, je pense que c'est une mentalité. J'ai eu cette réflexion tout à l'heure quand tu regardes la croissance organique. Je parle des influenceurs de Dubaï versus la croissance organique des influenceurs de France. Globalement, les plus gros influenceurs sont des mecs de Dubaï. Tu vois, quand tu vois Alec Henry qui a explosé, il fait même plus de vues que moi sur ses réseaux. Ah, tu parles des gens dans le B2B quand même. Bah dans le coaching, quoi. Des mecs, même Margot Cunego, enfin tous ces gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à Dubaï, les gens n'attendent que d'aider et d'être aidés en retour. Oussama, quand il est arrivé là-bas, et je pense que c'est là où Oussama se reconnaît vachement se reconnaît vachement dans cet écosystème, c'est que c'était quelqu'un qui était très généreux. Il a toujours beaucoup donné aux gens. Et la difficulté avec Oussama, c'est qu'il donnait beaucoup, mais il recevait moins. Moi, c'est ce qu'on appelle le pay it forward. Exactement, mais il n'y a pas beaucoup de forward en France, malheureusement. Et c'est pour ça que The Family d'ailleurs a coulé. C'est qu'en fait, The Family aidait plein de boîtes, tout le temps, beaucoup, et qu'en fait, les boîtes, dès qu'elles faisaient leur cash, soit elles les mettaient à l'envers, soit elles revenaient plus, soit elles disaient que c'était pas grâce à The Family. Enfin, ingratitude, tu vois. The Family elle a beaucoup plus donné à des boîtes qu'elle a reçues finalement, tu vois. Même s'ils ont fait beaucoup de cash à la sortie, c'est même pas beaucoup de cash aujourd'hui, ça vaut presque plus rien. Enfin, ils ont un portefeuille qui vaut. Ça vaut ce que ça. Oui, mais il faut trouver des racheteurs. C'est très compliqué. C'est des valorisations. Bon, après, tu peux faire des prêts. En fait, sans les banques, ça sert à rien cette valorisation parce que tu peux pas faire des prêts. En fait, ce que tu fais, c'est que bien sûr, tu as une valorisation d'1 milliard. Et du coup, dans l'idée absolue d'après The Family, leur idée, normalement, si c'était intelligent, c'était d'aller voir les banques et de dire bon voilà, on ferait des prêts Bompard, du coup, Lombard, pardon. Je sais plus comment ça. Oui. Pour aller acheter de l'immobilier, devenir propriétaire de nos locaux, réinvestir en France, aller encore à l'international, et du coup se créer un patrimoine, tu vois, avec l'argent que tu n'avais pas. Mais quand tu as un patrimoine estimable de plus d'1 milliard, tu peux démonter le monde, tu vois. Chose qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, et c'est dommage. C'est pour ça que je pense qu'il y a une frustration de la part de The Family. Mais Oussama a beaucoup donné, et moi j'étais vraiment dans cette culture aussi du pay it forward. Mais en France, c'est pas du tout le cas. En France, les gens sont. Il y a quelques personnes qui le sont. Par exemple, Guillaume Bêche, je pense que c'est. Ruben Tayeb, il est vraiment taker. Et moi, la première fois que je l'ai rencontré, il me fait un post sur moi alors que je le connaissais même pas. Tu vois. Non, c'est vrai que Ruben il est très sympa. Guillaume Bêche, je pense que c'est quand même l'archétype du pay it forward français, quoi. Ouais, il a beaucoup plus donné que l'écosystème lui a donné. Quoi. Avant, ouais, bien sûr, je suis d'accord. Même toujours maintenant. Guillaume, il donne de valeur, mais il Guillaume, va pas liker tu sens que c'est un posts, mec, tu lui écris un message, il va te faire une voice note pour te donner un conseil, ou comme ça. Enfin, c'est clair. Tu vois, il est. Franchement, moi, c'est l'un des rares que j'admire. Moi, je suis pas trop un mec qui admire les gens, tu vois. Il est trop fort. Dans l'entrepreneuriat, t'as un Guillaume, quand même, il est vraiment sympa, quoi. Tu vois, moi, c'était une. Exemple type, je lance le podcast, je suis son père et tout. L'épisode 1, c'est lui. Tu vois, il est venu, tu vois, sans. Ouais, vas-y, avec plaisir et tout, tu vois. Bon, trop sympa, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais Oussama aussi, tu lui demandes de venir, il vient. Je pense c'est encore. Enfin, moi, comme j'ai invité Alice dans la saison 1, ah ouais, d'accord. il n'a pas aimé. Donc, pareil. Ouais, t'es mort. Je crois que je suis une némésis de plein de monde. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ouais, à Dubaï, c'est vraiment ça le sujet. Et c'est pour ça que moi, j'y vais en janvier là. J'ai jamais été encore, mais j'aimerais bien me faire une expérience pour me faire une idée. C'est une mentalité que j'aime bien en fait. Alors moi, je vivrai jamais là-bas. Je vis à Lisbonne. Mais en revanche, cette mentalité de effectivement, on est ensemble, on s'entraide. Et c'est d'ailleurs tout ce que moi, c'est un truc que j'ai intellectualisé aussi. Comme tu peux le voir, je réfléchis à comment le succès marche. Mais je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est les premiers youtubeurs. Norman,
c'est aussi lié au branding, tu vois, mais Norman, Yvick, tu vois, tous ces créateurs d'humour. Cyprien, Squeezie, Cyprien. Natou. Mais en fait, La ferme Cyprien, il Jérôme. s'est fait aider par. Enfin, du coup, comment dire, Yvick a aidé Cyprien, Cyprien a aidé tout Ils le sont monde. tous aidés entre eux. Ils se sont. Mais c'est ça. Et après, ils ont créé le studio Bagel et en fait, tu découvrais des créateurs ensemble. Et en fait, bien sûr, bah, tu as l'audience d'une personne qui aide l'audience de l'autre, etc. Et je trouve qu'en France, et c'est vachement dommage, on a cette ingratitude, on est un peu jaloux de la réussite de l'autre. Ouais, je suis pas, tu sais que je suis pas 100% d'accord avec ça, mais alors Toi, c'est peut-être pas, mais alors. parce que moi, en fait, Toi, tu l'es pas. je vis à Bordeaux. Oui, bah, peut-être. Et du coup, bah, pareil, moi, je suis très fédérateur à Bordeaux. Tu vois, j'ai créé le Poney Club. On a un gros club d'entrepreneurs. On est 400 dedans. Alors évidemment, on se connaît pas, on n'est pas potes les 400, mais il y a plein de groupes dans le groupe. Et puis, on fait plein d'événements, on se voit tous. Et tu vois, moi, je le vois, entre nous, on est hyper paid forward, quoi. Tu vois, c'est vraiment, et on est sincèrement content pour les réussites des uns et des autres. On les célèbre, on les Oui, fête. c'est parce que tu les vois en vrai aussi. Bah oui, mais bon. Ouais, bah Ah, c'est toi, ça. toi, tu parles de l'écosystème Internet, du coup. Bah ouais, bah moi enfin, j'habite à Lisbonne, tu vois. Mm. Enfin, moi, par exemple, il y a plus beaucoup de créateurs qui likent mes posts, tu vois. Enfin, moi, Ah oui, dans ce sens-là. ouais, et inversement, tu sais, même à un moment, je likais beaucoup les posts de tout le monde. À un moment, j'ai dit, bon, bah vas-y, en fait, je te donne, tu me donnes pas. C'est même pas une question de. Mm. Voilà. Mais c'est toujours, il y a un moment, il y a un équilibre où tu dis, bon, vas-y, ça y est, mec, en fait, je vais pas. Tu vois. Il y en a aussi beaucoup qui ont pris et qui se sont barrés. Et ça que moi, j'avais eu l'impression que vous aviez un peu ce sentiment-là quand je vous lisais, toi et Thibaut, du genre, ouais, en fait, en gros, l'écosystème LinkedIn nous respecte pas, mais nous voit pas notre juste valeur ou un truc comme ça. Enfin, il y avait à un moment donné, je sentais une sorte d'aigreur un peu par rapport à ça. Genre, non, moi, parce que moi, Benoît, je crois que super j'avais bien. entendu ça un peu quand vous faisiez votre podcast à deux. Vous aviez un petit peu dit ça, genre, ouais, ça, bon, tu vois, on les laisse, les top voice entre eux, les machins, nous, personne nous appelle. Ah, ouais. bah après, enfin, on dit des trucs et on dit des dingueries, tu vois. J'ai eu une discussion hier avec Dana qui me dit qu'elle faisait de la communication pour Meta. Je suis pas convaincu que j'ai le branding pour aller chez Meta, tu vois. Même si je pense que je pourrais leur apporter beaucoup de choses sur les trucs, sur leur métier. Mais ouais, je suis pas trop. Enfin, en même temps, on assume qui on est. Enfin, en vrai, moi, j'ai beaucoup évolué en personnalité aussi, tu vois. J'ai été le petit con. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Ah, j'ai fait 10 000 € hier, c'est trop facile. Enfin, vraiment. Ouais, insupportable. Insupportable. Mais même moi, j'ai envie de me foutre des claques, tu vois. Mais ça marchait. Pour le coup, et c'était vrai. Et c'est J'ai fou, rien ça. inventé. Genre, vraiment, quand je disais que j'avais fait 5 000 € la veille sur un post LinkedIn, c'était vrai. J'inventais pas. C'était Ouais, pas du ça, mytho. je te crois. Hein. Je peux pas. Enfin, j'allais pas mentir. De toute façon, ça n'avait aucun sens. Mais oui, en fait, le problème de dire ça et de parler d'argent en ligne, et j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne pour expliquer ça, c'est qu'en fait, les gens se sentent dévalorisés. Ils se disent, ah putain, mais lui, il a fait ça et moi, j'y arrive pas. Pourquoi? Donc, je suis moins bon, je suis pas aussi intelligent que lui, etc. Tu vois. Donc, de parler d'argent, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec l'infoprenariat, la vente de formation, etc. C'est qu'en fait, franchement, là, vraiment, j'en peux plus du contenu infopreneur, quoi. Et dont tu as fait partie. Ouais, bah oui, bien sûr, j'en ai fait partie, mais c'est vraiment, alors je sais pas, je suis ravi d'avoir l'avis des gens en commentaire, tu vois, mais ça me débecte en fait, tu vois, genre je me dis, mais en fait, moi je sais la réalité. On arrive, en fait, tu vois, par exemple, moi, je te crois et je te croyais parce qu'en plus, c'était mon pote et surtout, en fait, tu m'avais montré, donc en fait, moi, j'avais la preuve, donc voilà, moi, je sais que t'es pas un mytho, mais en fait, il faut comprendre que la façon dont vous l'écrivez, bah, en fait, il y a 90 ou 95% de chances que vous mentiez, en fait. Puisque déjà, il y en a beaucoup qui disent la même chose que toi et qui sont des menteurs. Donc, en fait, au bout d'un moment, en fait, on va pas se faire chier en fait, à faire une enquête de qui dit la vérité ou quoi. Hop, on met tout le monde dans le même panier, quoi. Mais bon, comme tu dis, ça marche quand même, puisque en montrant des chiffres, en disant des chiffres, il y a quand même des gens qui vous croient, qui vous font confiance. Et en effet, vous êtes obligé de montrer que ça marche pour vous, pour du coup le vendre. Mais tu vois, par exemple, ça, moi, c'est ça qui a fait que l'infoprenariat, en fait, ça aurait pu être tentant, tu vois, de se dire, tu vois, en vrai, tu peux travailler d'où tu veux, tu fais ta thune, t'es en calbar, machin et tout. Enfin, c'est un fantasme pour certains, c'est une horreur pour d'autres. Mais tu vois, moi, j'aurais pas pu, tu vois, en fait, avoir l'énergie de faire ça tout le temps, encore et encore, et d'être toujours en train de vendre, survendre. C'est épuisant, quoi. Bah, j'ai un pote ce même pote qui habite Lisbonne, qui m'a donné un conseil que j'ai pas écouté, du coup. Il m'a dit, en fait, si tu veux, t'as un petit compte Dubaï qui vend de l'argent, fais-le. Mais c'est pas comme ça que tu devrais être vu. Tu devrais être vu comme un expert qui apprend des vraies compétences. Parce que moi, ce que j'apprends dans ma formation, pour le coup, c'est. Enfin, bien sûr que tu peux gagner beaucoup d'argent.
Parce que du coup, tu as du scale, tu as de l'automatisation. Tu vois, le truc d'Empire Internet, il n'y a personne qui peut me copier. Genre vraiment, c'est impossible. Mais ça, tu le faisais quand même, parce que quand même, toi, en fait, ce qui était bien que, par rapport à d'autres infopreneurs, j'avais c'est les que deux, quoi. Ouais. 90% de tes posts, c'est tu montrais que tu avais fait un truc et tu le donnais. Tu vois. Donc en fait, on voyait que tu pipotais pas. Tu me donnais des vrais hacks, des trucs de code. Moi, je me rappelle d'un truc de code que tu m'avais donné, tu me l'avais donné en perso, et après, je t'avais vu faire un post dessus. Je pense que du coup, c'est moi qui t'avais fait penser parce que tu me l'avais fait. C'était, on faisait un sondage. Ouais. Mais très simple. Tu fais un sondage, tu dis qui habite à Paris, qui habite dans l'Est, qui habite à Marseille et qui habite à Bordeaux. Ouais. Voilà. Les gens y répondent. Et toi, si du coup, tu as une offre qui est que pour Bordeaux, tu m'avais donné en fait une ligne de code qui te permettait de venir extraire seulement les personnes qui avaient coché Bordeaux. Et donc, du coup, ça te donnait un CSV avec le prénom, le nom, le poste, l'URL LinkedIn. Ça, en plus, après, maintenant, tu le mets directement dans une machine, tu peux l'enrichir. Et puis, tu mets une automatisation directement dans les listes. Puissant, et bim, ça. tu envoies une MP LinkedIn à la personne et un mail. Et en fait, juste à partir d'un sondage. C'était magnifique. Ouais. J'avais aussi fait un truc marrant, je sais pas si tu te rappelles, avec le chat roulette. Ouais, c'était vrai ça. Mais moi, en vrai, je l'avais fait, j'avais personne qui s'était connecté en face de moi, quoi. Je pense parce que je n'avais pas été au moment où je l'ai fait. C'était dur en fait parce que il y a eu un énorme engouement. Alors j'avais fait un chat roulette pour entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en fait tu te connectais avec des gens en peer-to-peer dans le monde entier. Alors moi j'ai eu des histoires de ouf. Hein. J'ai eu des gens qui se sont connectés à l'autre bout du monde, des gens qui ont closé des gens en live pendant le chat roulette. J'ai eu des gens qui se sont connectés, ils étaient ensemble dans la même ville. Au Mexique et ils sont allés prendre un verre le soir, tu vois, dinguerie, c'est passé des trucs de ouf. Donc j'avais des hardcore fans qui faisaient des posts sur ce concept tous les jours, mais c'était difficile parce que du coup le pic de fréquentation arrivait quand je faisais mon post. Oui, voilà. Et il était assez faible parce que les gens cliquaient et ils arrivaient sur le truc, ils voyaient qu'il n'y avait personne, ils se barraient, tu vois. Mais en revanche, Ruben, par exemple, il passait ses journées dessus, tu vois. D'ailleurs, il a envie de le relancer, on va sûrement le relancer dans pas longtemps ensemble. Mais il faut être plusieurs, tu vois. Et je m'attendais à ce que ça fasse plus de bruit que ça. Mais c'était trop drôle. Et ça, d'ailleurs, je l'avais fait. Il lance pas un produit aussi, là, un peu comme toi, là Ouais, je crois. Mais tout. On l'a tous censé. Hein. Mais en fait, le truc de ce que je disais un peu sur le truc de la formation, moi, je pense qu'il y a une bulle qui est en train d'arriver où, en fait, le hardcore selling, par exemple, du closer américain. En fait, on applique les techniques des États-Unis d'il y a déjà 10 ans, en fait, tu vois. Mais on est vraiment en gros retard, tu vois. En mode, mais tu doutes, mais qu'est-ce qu'il va faire si tu prends pas aujourd'hui bah vas-y, je vais te prendre la carte, tiens. Ça, c'est des trucs qui faisaient déjà... Grant Cardone le faisait déjà il y a 10 ans, tu vois. Et en fait, l'audience commence à être vraiment de plus en plus habituée à avoir un gros closer devant soi. Commence à être plus habituée au webinar, au VSL. Enfin, en gros, tout le monde fait la même chose, tu vois. Donc, à un moment, tu as une audience qui est beaucoup plus habituée à tout ce bullshit, tout ce bruit, tu vois. Et tu as de plus en plus de gens qui font de plus en plus de promesses aussi, qui sont de moins en moins tenables, tu vois. En mode, je t'aide à faire 10 000 euros en 30 jours. Bah non, frère, je suis désolé, mais tu peux pas me promettre ça, en fait. C'est pas possible. Moi, je sais ce que ça implique de devoir faire 10 000 euros. Il faut un bon niveau, tu vois, pour faire 1 000 euros en 30 jours. Et des super bases, quoi. Bah, tout le monde va pas y arriver, quoi. Et donc, en fait, on est dans la surenchère. Et en fait, à un moment, les gens vont plus du tout y croire. Et ce que le positionnement de Jeremy Coleman est smart, où lui, tu vois, il reste dans un levier ou quand même qui a pris ce parti de plus être en mode nous on raconte pas de la merde, tu vois, on n'est pas un mytho de Dubaï. C'est vraiment un positionnement, je trouve, qui est smart pour les prochaines années. Tu vois, Jeremy Coleman, quand il parle, en effet, il a un personal branding où il est à Bordeaux, où en fait lui pour le coup on le croit mais à 100%. Ouais. Mais toi aussi quand même t'as quand même plutôt une bonne image. Hein. T'as pas une image. J'arrive pas à juger, mais ouais, j'espère. Non mais en fait le truc c'est que t'as tellement posté et en fait comme je te dis. Là, en fait, ce qui marche pas, je pense, c'est le hardcore selling. Tu vois, c'est de trop matraquer la vente et la surenchère dans moi, j'ai fait, moi, je. Justement, moi, je pense que c'est toi ce que tu as fait, c'est plutôt donne. Regarde, du coup, je vends. Donne. Regarde, je vends. Tu vois. Et toi, tu as quand même plus eu cette stratégie, donc ça va, tu vois. Ouais. Bah, merci. Ça fait plaisir. Mais de toute façon, en vrai, je sais que j'ai une période que je regrette d'avoir. Mais à un moment donné, je me rappelle que tu vendais tous les jours. Ouais, bah je faisais que ça. Ouais. Bah, tous les jours, il y avait un lien vers le truc. Mais en fait, c'est ça, c'est un truc que j'ai vraiment. Avec Empire, c'est pareil. Tu vois, avec mon nouveau projet Empire Internet,
je crée ma machine. C'est pour ça que tu n'en as pas beaucoup entendu parler pendant les 2 mois, mais là, je suis en train de finaliser ma machine. Mais vas-y, alors du coup, dis-moi, parce qu'en plus, c'est ça. On s'était parlé, tu devais me raconter. Ouais. Et là, en fait, je vois une de tes stories, je fais ah, mais t'es à Paname. Ouais. Je dis bah mec, vas-y, il me manque encore une personne à booker pour ça, c'est pour ouf, jeudi. quand même, en vrai. Et je dis, en vrai, la vas-y, veille, quoi. Arrête ta voice note, tu me raconteras dans le podcast, du coup. Ouais. Alors, Empire Internet. J'ai eu en fait vraiment une prise de conscience. J'ai payé un coach plus de 4 000 € pour me rendre compte qu'en fait, j'avais plus envie de faire de la formation. Que je bossais beaucoup trop dans une machine. C'est le problème en fait des entrepreneurs, tu sais, c'est un peu ce que je te racontais tout à l'heure, mais et c'est comme écrire sur LinkedIn en fait. Si tu fais des ventes tous les jours grâce à LinkedIn, il faut que tu postes tous les jours. Donc en fait, ta machine, elle bosse pas pour toi. Tu vois. Tu dois faire des webinars, donc pareil, il faut que tu sois là, il faut que tu organises. Donc en fait, tu bosses dans la machine et c'est pas la machine qui bosse pour toi. Et moi, ma vraie force, et c'est ça qui est assez paradoxal, ma vraie force, c'est de construire des machines et moi de les regarder faire du cash. Tu vois, c'est ça que je faisais, c'est ça le scale en fait. Tu vois. En fait, toi, tu préfères construire une machine qui va vendre, enfin qui va créer l'écosystème qui va te permettre de vendre, plutôt que de vendre. En fait, ça te fatiguait de vendre en fait. Bah en fait, c'est fatigué de vendre, c'est fatigué c'est beaucoup d'énergie, comme tu l'as dit quand tu vendais ta formation. De faire une formation, ça demande beaucoup de temps. Tu vois, si tu ne vends pas, en fait, si tu ne vends pas, tu ne vends pas par définition. Mais c'est pas automatique. Tu vois, faut que tu mettes beaucoup d'énergie, il faut que tu mettes beaucoup de temps, il faut que tu sois toujours Et en fait, il y a un moment où vraiment pendant des mois, je bossais tout le temps. En fait, avoir une bonne marque personnelle et une grosse audience et une grosse base de données n'est pas suffisant pour vendre un produit. Non, bah si tu vends pas, si tu mets pas ton lien à la fin en disant les gars, voilà, s'il faut acheter ça et que tu commences à faire ton influenceur en mode sur LinkedIn et raconter ta vie en mode t'es allé à Paris, c'est génial. Non, tu fais pas de vente en fait. Tu sais que le bon exemple pour ça, c'est même tous ces gros youtubeurs qui vendent des projets. Ouais. Ils ne fonctionnent pas. Il y a un mec qui est le plus gros youtubeur français qui est Squeezie, qui avait fait sa marque de vêtements Yoko. Ils ont arrêté la marque parce que ça ne marchait pas. C'est pas parce que tu es encore une fois la plus grosse star, la plus grosse audience ou quoi. Si tu n'as pas en fait le vrai bon produit, la bonne machine, et surtout si tu n'es pas toujours en train de vendre. Bah moi d'ailleurs, c'est ce que je disais. Moi, si j'avais 20 ans, ce que j'avais dit à un de mes potes, si j'avais 20 ans, j'irais contacter tous ces créateurs, je leur créerais un SaaS avec le vibe coding, tu vois, en mode tiens, vas-y, on fait un SaaS sur ça, etc. Je leur dirais, vas-y, tu fais 3-4 stories, recurring revenu, je prends 20% de marge. Je pense que tu fais les 30-50 000 par mois en 2-3 mois grâce à ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu peux avoir 20 ans pour faire ça? Bah, j'ai pas envie de le faire. Je suis sur Empire, je peux pas être partout, tu vois. Mais ouais, en gros, d'aller contacter ces influenceurs pour leur dire, écoute, tu as une audience, tu peux facilement ajouter 20-30 000 de CA sur grâce à ce truc. Il ferait quoi comme ça, du coup? N'importe quoi. Regarde, par exemple, Ruben Acid, il a fait un SaaS, une extension Chrome. Ouais. C'est le mec qui parle d'IA là. Ouais. Il est très stylé ce mec-là. Pourri, enfin c'est pas pourri, mais c'est une extension Chrome, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Mais quand tu as une bonne appétence technique et que tu as un peu deep dive dans le code, tu peux faire ça. Soit je ferais ça, soit avec le vibe coding, si j'avais 20 ans, je recoderais des applications d'aujourd'hui, mais en open source. Typiquement Tinder, tu vois, genre Uber, tous ces trucs, tu vois. Je sais pas, j'essaierais de recoder en fait ces applications. Il y a un mec qui a fait un concurrent de DocuSign en 24 heures et il l'a mis en open source. Comme ça. Il fait allez, c'est gratos. Boîte qui est valorisée quand même plusieurs milliards, tu vois. Il l'a codé en 24 heures grâce à l'IA. Et ouais, je ferais des trucs un peu marrants comme ça. Mais en tout cas, bref, ce que je disais sur la machine, ce que moi j'ai envie, c'était de construire une boîte qui tourne sans moi. Et que, par exemple, pour faire la formation, je ne pouvais pas prendre de vacances, en fait. Tu vois. Alors, ok, parce que là, ta phrase, du coup, une boîte qui travaille sans moi, du coup, ça, c'est un peu c'est un hook d'infopreneur, ça. Bah ouais, je suis d'accord, mais la majorité des entrepreneurs vont dire qu'il faut recruter, qu'il faut faire une équipe de sales, une équipe de closers, qu'il faut, mine de rien, manager les gens, en fait. En fait, les gens qui vont te vendre les trucs un truc qui bosse sans toi, ils vont te dire de faire de la pub, en gros. Ils vont te dire de faire de la pub, tu mets des closers, tu mets des setters. Mais bon, dans tous les cas, tu as de la delivery derrière à assurer. Tu dois quand même charbonner pour faire des créas tout le temps. C'est fatigant. Ouais. Et je pense que le problème de l'infoprenariat, c'est que, du cours en ligne, c'est qu'il n'y a pas de récurrence. C'est d'ailleurs le nouveau livre de Hormozy. J'ai eu la réalisation 5 mois
avant qu'il ait sorti ce bouquin. C'est le nouveau livre. Je l'ai pas lu le nouveau. Ouais. Bon, en gros, il parle d'upsell, downsell, cross-sell, upsell. En gros, si tu vas chez Hormozy, tu arrives, tu payes $5 000. Okay, donc, première passerelle pour rentrer dans le truc. Tu passes 24, je crois, un week-end à Los Angeles. J'ai un pote qui l'a fait, donc je peux te raconter comment c'est. Il y a un mec qui arrive donc tous les week-ends avec plein de gens, avec 500 personnes. Okay. Tu as des mecs qui sont devant, qui te font des pitchs, etc. Et puis à un moment, il y a Hormozy qui arrive et qui dit voilà, alors bon, j'espère que ça vous a aidé, les workshops qu'on a fait en ce moment, etc. Et là, il te donne full valeur à fond. Il fait bon, voilà, normalement, ce truc, c'est $100 000. Il prend son tableau comme ça, ce qu'on va vous proposer. Là, pour le lancement, on va le faire à $80 000. Et là, exceptionnellement, vu que vous êtes là, c'est $50 000. Si vous voulez prendre la place, c'est que 50 places. Et toute mon équipe vous coach personnellement pendant, je sais pas, ça dure 1 ou 2 jours. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as les 500 personnes qui se lèvent, enfin, du coup, une centaine de personnes qui se lèvent, qui vont à la fin de la salle et qui vont, du coup, faire un chèque de $50 000 et qui font la queue comme ça. Et du coup, ils font vraiment la queue, ils se battent pour aller parler à Hormozy, quoi. Donc, en fait, tu as le premier, vente, 5 000. Donc, gros filtre, tu n'as que des gens qui ont de l'oseille, en gros. Deuxième filtre, ok, maintenant, tu as $50 000, tu payes maintenant. Et ensuite, il y a encore des upsells où le mec, il prend des marges, des parts dans ta boîte si tu veux continuer à être coaché par Hormozy. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un écosystème. Tu vois, c'est un écosystème de valeur. Mais quand tu avais une seule formation à 1 000 € par mois, ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que moi, je devais trouver 100 clients par mois. T'imagines, c'est énorme, qui payent 1 000 €, en fait. Donc, mon système n'était pas bon. Ma machine, elle n'était pas bonne, en fait. Elle n'était pas bonne pour faire plusieurs millions par an, en fait. Ouais, je j'avais pas de récurrence. Une question quand même en aparté, même dans tous les cas, qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, c'est un vrai objectif pour toi de gagner plusieurs millions? Alors c'est intéressant comme question. Parce que des fois, en fait, j'ai l'impression que tu n'en as rien à battre de l'argent. Donc je me demande des fois pourquoi tu mets autant d'énergie, en fait, quoi, tu vois. C'est très intéressant comme question. Justement, j'ai vu un coach pour ça et je me suis rendu compte que c'était pas le. J'étais vraiment en train de beaucoup bosser pour atteindre ce résultat, mais du coup dans une machine. Parce que c'est ça que t'en parles beaucoup dans ta sémantique. Tu parles beaucoup de. Ouais. Tu donnes beaucoup de montants, tu vois. Ouais. Donc en fait, alors que moi, qui te connais un peu, je sais que tu t'en bats un peu la race. Donc des fois, en fait, c'est là où ton personnage il est un peu ambivalent, en fait, quoi. Tu vois, des fois, je comprends pas. Alors si je parle un peu de ma personnalité, je suis pas un grand dépensier. J'aime bien le confort et surtout j'aime bien la liberté. Donc je veux surtout de l'argent. Moi, c'est vraiment 100% fuck you money. Tu vois, je pars à Lisbonne dimanche. J'ai toujours pas pris mon billet, tu vois. Je reviens du Japon. Je suis revenu du Japon la semaine dernière. J'ai changé mon vol, ça m'a coûté 3 000 balles pour partir une semaine avant parce que j'avais pas envie de rester, j'avais déjà tout fait pour venir à Paris. J'ai pris mon truc à la last minute, j'ai payé 2 500 € la semaine. Enfin, j'ai pas envie j'ai envie de la liberté. Tu vois, dans mon nouveau projet Empire, j'ai viré 4 personnes de mon projet qui avaient payé, hein. Je les ai remboursés parce que je considère que c'était pas des gens avec qui j'avais envie de travailler. Je leur ai dit, écoute, je te rembourse. Et ils m'ont engueulé, ils m'ont détesté pour ça. Tu vois, je lui dis, en fait, je suis désolé, mais j'ai pas envie de travailler avec toi. Et ça, c'est un mindset dans lequel je suis depuis du coup ma formation, où je prenais tout le monde, en fait. Là, je suis dans le mindset où je veux travailler qu'avec des gens que j'apprécie, que j'admire, que j'ai envie d'aider et qui seraient potentiellement mes potes. Moi, les clients que j'ai, là, j'en ai 20, c'est tous des potes. Genre, tu vois, j'ai un mec qui est un de mes clients, il m'a dit, tiens, j'ai un énorme... Déjà, ils dépensent tous 1 000 € par mois, donc c'est des gens qui gagnent quand même bien leur vie. Empire Internet, c'est 1 000 € par mois. C'est 1 000 € par mois, ouais. Et puis, en fait, à chaque fois, on se coupe les uns les autres. C'est quoi Empire Internet? Est-ce qu'on peut dire déjà en une tagline, c'est quoi et en quoi ça consiste? Empire Internet, en gros, l'idée, c'est d'enregistrer du coup ta voix en interview avec une IA. Pendant 15 minutes. Une seule fois au setup. En gros, tu te mets 15 minutes sur une interview devant une IA et nous, on génère 7 posts LinkedIn, 7 Reels du coup, qui sont découpés par rapport à ton interview, 7 newsletters, 7 posts inspirationnels sur Instagram avec ta tête et ton prénom, ton nom. Le Reels, comment tu le crées? Un carrousel. Tout est monté avec des API dans tous les sens. Mais ça fait un vrai truc quali. Ah oui, c'est comme un monteur normal, comme tes Reels. Tout ça, putain. Ouais, grave. Je suis sûr que toi, ça te plairait. Ah, oui. Et j'ai aussi intégré le truc que fait Moubèche, par exemple, tu vois, où tu parles en mode improvisation avec des bullet points, tu vois. Donc, en gros, tu mets par exemple un transcript YouTube d'un de tes concurrents et tu improvises comme ça, comme Guillaume.
Et ensuite, nous, on remonte toute cette vidéo et en fait, on fait une cascade en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu pars d'un contenu, nous, on te le monte et on te fait tout ça. Je vais l'enregistrer où la vidéo? C'est quoi? C'est sur en C'est visio? sur ma plateforme. Sur ma plateforme. Ok. Tu enregistres, tu cliques sur un bouton et tu as une voix qui commence à te parler et tu commences à te poser des questions. Ou alors, tu lances un transcript, tu enregistres. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je dis, ouais, voilà, j'aimerais parler du personal branding et je pensais à ça la dernière fois. Tu sais, je commence à partir, ça transcripte en texte, j'envoie, ça me fait des bullet points. Et là, récemment, j'ai ajouté le truc que fait Tugan Barra, j'adore aussi. Il fait un capture d'écran d'un fichier document, tu vois, doc. Et il passe comme ça au fil. Il commente en fait chaque truc qu'il a fait sur son document. Ou alors, tu vois, ce que j'aime bien, ce qu'il fait aussi. Il y a des mecs qui commentent aussi l'actualité. Tu vois. Donc en gros, nous, on va reprendre cette vidéo. Donc j'ai créé un loom quand même. Tu vois. Genre, j'ai recréé un loom où tu peux partager ton écran sur la plateforme. Et en fait, on va prendre ton écran, on va prendre ta tête et on va les mettre les uns sur les autres et on va te rajouter le sous-titre automatiquement aussi. Ce qui fait qu'en fait, tu enregistres ton écran. Pendant 20 minutes, tu apportes full valeur. Donc, c'est une vidéo longue, du coup, tu peux la reposter sur ton compte YouTube. Et on va générer à travers ça post LinkedIn, Reels, newsletter, post machin. Et c'est full SaaS ou quand même tu as des gens derrière qui vont retoucher, refignoler Alors, c'est intéressant comme question. J'ai du coup des assistantes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, qui vérifient le contenu, s'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des dingueries qui se sont passées. Parce que franchement, l'IA, ça fait toujours des fautes, notamment sur les sous-titres, les machins. Exactement. Donc, en fait, chaque contenu qui est validé par l'équipe, c'est des process, genre des soaps de psychopathes. C'est presque une agence productisée, quoi. C'est une agence SaaSisée, quoi. Exactement, agence IA SaaSisée. Et en fait, du coup, après, ils ajoutent tout ça dans ton calendrier. Donc, en fait, toi, le lendemain ou c'est 24 Ah, 24 t'as un calendrier de CM aussi? Ouais, tu cliques dessus, tu as ta vidéo qui apparaît, tu dis publier, tu choisis les réseaux sur lesquels tu veux publier. Donc, j'ai une API avec Metricool, tu vois, tout simplement. Ouais. Tu cliques sur publier, tu peux programmer toute ta semaine, en fait, sur tous les réseaux sociaux. Et en gros, tu passes de passer la charge mentale, d'écrire ton post, machin, un truc bidule. Bon, mec, il faut absolument que tu me fasses essayer. Ouais. Et là, c'est vraiment live, ça fonctionne? Ou là, tu es encore un peu en mode bêta-testeur et tu te sers des bêta-testeurs? Non, là, c'est bon, c'est fait. Là, tout est OK. J'ai eu de la chance d'avoir les clients que j'ai. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, franchement, je voulais leur envoyer un message d'amour parce que j'ai recommencé tout de zéro. Et franchement, j'ai eu beaucoup de bugs, en vrai. J'ai bossé des nuits blanches. Le produit que tu décris, il est ultra complexe. Hein. Ouais, bah ouais, c'était. Et j'ai même fait un autre truc. De base. J'ai même fait un autre truc pour te dire comment je suis un psychopathe. J'adorais le contenu, tu sais, que faisait Antoine BM, où il met juste sa voix off, tu sais, et il monte les vidéos par-dessus. Tu sais, par exemple, tu as des vidéos sur ton téléphone, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, tu enregistres ton fichier MP3. Donc, nous, on te génère le transcript, par exemple. Tu dis, voilà, moi, ce que je vais faire, du coup, je vais faire un truc du style. Je voudrais faire un challenge de 30 jours pour faire 1 million par an. Tu vois. Voilà. Je demande à l'IA de me donner des descriptions de chaque jour de ce que je dois dire. Je mets jour 1, je le mets dans Empire, ça me génère un transcript. Okay, je lis le transcript avec ma voix. Et là, j'ai uploadé plein de vidéos de mon téléphone, de mon lifestyle, de moi à la gym, de moi en train de marcher, de moi sur la plage, etc. Machin, de moi au Japon, bref, whatever. J'ai mis une description. Et en fait, l'IA va remonter automatiquement la vidéo en mode je te montre. Ouais. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Non, mais je vois très bien. Et c'est que la création de contenu multicanal régulière, en fait, c'est un tel game. Tout est lent en fait. Parce Exactement. que on peut pas faire de révolution d'un coup. Tu vois, moi qui ai LinkedIn, les newsletters, le podcast, etc. Enfin, tout ça, c'est venu au fur et à mesure. J'ai rajouté des couches et des couches et des couches. Et tu vois, là, je voudrais vraiment aller sur la vidéo. Ouais. Que ce soit beaucoup plus de vidéos verticales, même si j'en ai fait quand même pas mal cette année, et des vraies vidéos YouTube. Bon, je pense que tu peux faire du vrai YouTube game ou non, quand même, ça, avec Empire ? Ouais. Ah bah bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah oui, mais en fait, c'est même plus authentique, puisque ce que je t'ai dit, tu as le truc improvisation. Donc en gros, tu parles d'un sujet, par exemple, et l'IA te met des bullet points aussi pour te dire exactement la bonne structure à suivre. Mais en fait, le vrai game de Empire, c'est pas vraiment la technique. Techniquement, c'est cool, tu vois. Mais le vrai game, c'est que j'ai mis, tu vois, sur les newsletters, j'ai des gens qui m'écrivent tous les jours. À chaque fois que j'écris sur les newsletters, c'était écrit par l'IA. Je payais un copywriter 2 000 € par mois pour un post par jour sur du coup, ma newsletter, tu vois. 2 000 €. Et j'ai fait une comparaison entre ce que mon IA écrit versus ce que mon copywriter écrit.
il y avait 75% des gens qui préféraient l'IA. Et pourtant, c'était un mec que je payais cher, tu vois, pour écrire mes newsletters. Et je recevais du coup des messages de gens qui me disaient putain, on dirait l'une des meilleures newsletters que je lis aux US. Il m'a donné des drop names de mecs qui sont genre, c'est des boss absolus de la newsletter, tu vois. Parce que j'ai cloné du coup les meilleurs templates, les meilleures manières de construire une phrase. Tu lis le truc par rapport à ce que tu as dit, toi. Vraiment, parfois, je lis mes newsletters, j'ai des frissons. Je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire, je suis arrivé à ce niveau-là. Moi, j'ai ça quand je vois une photo de moi. C'est le mec, le truc de 2 égocentrés qui. Non, mais je te jure, parfois, tu te dis putain, mais c'est tellement parfait. En fait, les mots qu'il utilise. Ouais, non, Parce que de moi, en fait, j'ai pas un cerveau forcément bon pour l'écriture, tu vois. Genre, Thibaut, il a un cerveau très bon pour l'écriture. Quand tu le vois écrire, il est comme ça. Il écrit, il fait comme ça, Thibaut. Il écrit, il te montre le post, tu le lis, tu dis waouh, putain, c'est tellement bien rédigé. C'est pas vraiment, il a vraiment le cerveau. Il connaît tu bien, vois. Ouais, lui, il a vraiment le cerveau. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pareil avec les posts LinkedIn. J'ai passé des mois et des mois et des mois en fait à essayer de comprendre comment est-ce que je pouvais faire travailler l'IA pour qu'elle soit meilleure que moi. Et je faisais partie du top 50. J'étais 48 LinkedIn influenceur à un moment sur Favicon. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun débat sur le fait que l'IA écrit 1 milliard de fois mieux que moi. Mais vraiment 1 milliard de fois. Et je fais. En fait, au début, c'était de la merde. Hein, je t'avoue, j'ai testé des trucs, c'était de la merde. Les premiers mois avec Empire, c'était horrible. Puis en fait, j'ai amélioré jusqu'à arriver à un stade où j'ai atteint 1 million de vues par mois, tu vois, ce qui était mes scores en fait quand j'écrivais moi-même. Et en fait, depuis. Et là, ce que j'ai fait, dinguerie. Alors là, toi, tu vas kiffer. Ce que j'ai intégré maintenant, c'est une API sur Empire, ce qui fait que chaque post, tous les jours, tu peux multidiffuser sur plein d'autres comptes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Donc en gros, tu crées un autre compte Instagram. Tu vois, la chapelle 1, la chapelle 2, la chapelle 3, la chapelle 4, la chapelle 10, la chapelle whatever sur Instagram, YouTube, tout ce que tu veux, même sur LinkedIn, mais LinkedIn c'est un peu plus chiant. Et en fait, dès que tu postes sur Empire, ça diffuse aussi sur tous les autres canaux en même temps, ce qui fait que tu multidiffuses sur plusieurs canaux en même temps, sur plusieurs comptes. Mais ça, tu penses qu'il faut le faire, ça? Bah, c'est ce que font tous les politiciens, par exemple. Ça s'appelle du clippage. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu payes des gens pour aller clipper tes vidéos. Tu les payes aux vues en général. Il y a Tougan Barra qui a fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le suivre. Il est génial. J'adore ce qu'il fait Tougan sur la création de contenu. On est vachement lié sur ça. Et du coup, tu payes des gens qui vont clipper tes vidéos et qui vont les poster sur des comptes, La Chapelle ou Inspiration, peu importe, tu vois. Ils vont reprendre ton contenu et toi, ça va te faire du coup de la visibilité sur tes comptes. Et du coup, ce que je vais faire, moi, dans pas longtemps, je vais utiliser cette API pour que chaque post LinkedIn que je poste, je mets un petit module ChatGPT entre les deux, ça les traduit, tu vois. Et du coup, je poste aussi sur un compte en anglais. Ah oui. En même temps. Ce qui fait qu'en fait, finalement, je parle 15 minutes et quand je clique, c'est plus je poste seulement sur un compte, c'est que je poste sur 40 comptes, plus des comptes américains. Ça, LinkedIn, ce serait compliqué quand même. Parce que Bah, je vais prendre le compte de mon père, ouais. Ouais. Parce que tu vois, moi, c'est Mais pareil. LinkedIn, ouais, ils vont Tu vois, chier. moi, étant donné que j'aimerais vraiment lancer La Chapelle La Fraise, enfin, vraiment l'influence, aller accélérer fort, tu vois, sur les US, je dis putain, tu vois, mais en même temps, il faudrait que comme moi, aujourd'hui, ce qui me fait réussir en France, c'est le fait que je sois identifié sur ce sujet en France. Comment je pourrais l'être aux États-Unis? En fait, il faudrait que j'ai un compte LinkedIn, mais même ne serait-ce que de 20 000 abonnés, qui parlent de ça aux États-Unis. Bien sûr. Le problème, c'est que je Mais peux tu pas peux commencer avoir deux de comptes, deux quoi, ans. tu vois. Bah ouais, après, moi, je pense que le compte de mon daron, il va peut-être se faire bannir, hein, mais je vais essayer de. Tu vois, et c'est un compte vieux. Et étant Je pense donné qu'il faut que, tu vois, prendre si le- on crée un compte, on est en France, il va pas être montré à des Américains, même si on écrit en anglais, non? Si tu l'écris en anglais, il va être écrit. Si, y a pas de. Tu penses? Ouais. Bah, C'est je une vais, bonne je vais idée, ça. tester de toute façon. Mais et même maintenant, ce que tu peux faire avec un autre module, tu peux traduire aussi ton vocal en anglais. Ce qui fait que ton Reels, en fait, devient aussi un Reels anglais. Et d'ailleurs, Donc ça, c'est encore un niveau pourquoi au-dessus. pas, mais- tu vois, ouais, t'as pas le droit, ça, genre, de refaire un deuxième compte Hugo Benz, c'est juste qu'il sera pas vérifié avec la carte d'identité. Tu refais un deuxième compte, et sauf qu'il est full en anglais, par exemple. Ah bah si, c'est quoi sur YouTube? Non, sur LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, il faut C'est juste que chier tu peux pas le parfois. vérifier, parce que tu vois, Ouais. je suppose que tu peux vérifier ta carte d'identité, tu la mets une seule fois, quoi. Ouais. Et ça fait chier surtout. Bah après, je pense que moi, je vais prendre vraiment l'identité de quelqu'un, tu vois. Ouais. Je pense que je vais prendre le compte de quelqu'un, vraiment quelqu'un, tu vois, mon père, par Ça, exemple. après, tu peux les louer, tu sais, avec Mirror Profile, le truc comme ça. Ouais. Tu connais ça? Ouais, je connais. Mais je sais pas si c'est des vrais comptes. Parce que Non, moi, c'est tous des mes faux faux comptes. comptes bots, je me suis fait tège. Hein. Ah ouais, non, moi j'arrive à les garder. Je m'en sers pour faire plus de messages, quoi. Bah, les vieux comptes, ouais, je pense que tu peux encore les garder. Donc, ouais, si t'en as un ou alors un pote qui l'utilise pas, Ouais. tu vois. Mais ouais, je pense que je vais rajeunir mon père avec l'IA, tu vois.
Je vais lui changer un peu sa gueule et je vais changer je vais prendre son deuxième prénom, tu vois. Mais par contre, tu peux louer des comptes à des autres gens, tu vois. Toi, non, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Tu vois, il a acheté un truc où c'est marqué, c'est Monsieur Anthony Louis ou un truc comme ça. Ah ouais, Ouais. Je savais pas. Ok. Tu vois pas les potes de toi, non? Si, je Les vois. potes de toi? Bah, il est trop fort. Mais il s'appelle pas toi, non, du coup, tu vois. Ouais. Mais lui, ouais, je comprends pas qu'il arrive à garder ce compte. Bah, parce que du coup, lui, en fait, il y avait pas, tu sais, à LinkedIn, ils sont pas assez intelligents pour aller vraiment sniper des gens en particulier. Les gens, ils ont une règle, c'est tout ce qui est Walaxy, ça dégage. Ça dégage, tu ouais. vois. Ouais, bah, comme Et lui, son nom, comme c'était CEO, bah, tout ce qui est toi non Georget, ça dégage, quoi, tu vois. Ils savent un peu développer, les mecs, tu vois, ils ont un truc automatique qui te snipe et qui te kill ta mère, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, sur LinkedIn, ouais, ça va être un peu chaud, mais je vais essayer. Je vais voir, je te dirai quand j'aurai fait le truc. Mais oui, bah là, j'ai envie de partir aux US. Je pense que ça va être beaucoup plus drôle. Parce que les Français, c'est. Enfin. Déjà, je sais pas ce que tu en penses. Mais ton tool, franchement, je pense qu'il est plus vendable à des Américains qu'à des Français. Hein. Ah, les Américains, ils vont même pas hésiter. Parce que tu vois, moi, j'ai compris l'intérêt. Et en fait, je comprends, tu m'as dit quoi, c'est 1000 € par mois. Je comprends très vite que 1000 € par mois, ça se met, parce que je vois en fait le temps qui serait gagné en fait. Tu vois, donc 1000 €, mais si tu si tu dois le faire tout seul, avec des gens, enfin, j'ai fait le calcul. Hein. Tu me connais, je vais pas me mytho sur les calculs, etc. Mais j'ai fait volontairement un produit comme ça qui soit facile à vendre, entre guillemets. Mais il y a deux choses. Soit tu externalises, les calculs que j'ai faits, ça doit te coûter 12 000 € par mois. Ouais, je n'allais pas aller jusque-là, en fait, ça dépend. Mais en effet. Bah, une newsletter, si tu fais le calcul. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je parlais avec une ghostwriteuse hier, tu vois, qui me disait, et en plus, elle était pas chère. Elle me disait, si tu veux, moi, je te fais 3 posts par semaine, LinkedIn. Ouais, c'est tous les jours. Et c'est 1000 € par mois, tu vois. Ouais. Tu vois, je disais, wow, franchement, même, en fait, payer 1000 € pour que quelqu'un écrive les posts pour moi et je sais que je vais remonter dessus et tout, enfin, tu vois, c'est bah ouais. chaud. Toi. Non, c'était. Moi, en toute objectivité, ce que j'apporte avec Empire, c'était ça, avec une newsletter à entre 50 et 100, donc j'avais fait 80. Un post LinkedIn, pareil, si tu demandes à un copywriter de l'écrire, c'est entre 80 et 100. Un Reels, pareil, c'est entre 80 et 100, un moyen, tu vois, c'est OK. Enfin, je sais pas comment tu payes, mais même tu peux payer un peu moins cher, non? Je sais pas combien je paye. Moi, mes Reels, je crois que c'est moins de 100. Hein. 100 €, je n'irai pas jusque non, j'ai entre 80 et 100. Moi, j'ai des gens qui me proposaient 100. Parce qu'il faut faire le découpage aussi. Ouais, je sais plus. Tu vois. Franchement, je sais pas. Moi, comme je prends tout par pack, en fait, peut-être que j'ai moins cher aussi. Ouais. Je m'engage, en fait. Donc, ok. Bon, bref. Mais en tout cas, ouais, bref, moi, j'avais fait le truc, c'était soit 12 000 € par mois, soit ça te prenait en temps estimé, donc aussi par rapport à moi, si je devais écrire mes newsletters, post LinkedIn, monter mes trucs, etc., je devais le faire, c'était 8 heures par jour. Ah oui, non, mais ça, tu prêches à convaincu. Hein. Moi, je vois les newsletters, le temps que ça prend, mais c'est tellement 2 heures utile. Une newsletter. Moi, franchement, c'est simple. Bah, moi, aujourd'hui, 2 heures un montage vidéo. Je délègue. Après, moi, j'en écris beaucoup des newsletters, j'en écris moins 5 par semaine. Ouais. Mais c'est toi qui les écris? Alors, moi, du coup, sur les 5, il y en a 2 que j'écris moi-même et il y en a 3 que je délègue. Okay. Mais sur les 3 que je délègue, c'est moi qui leur prépare le travail. Il y en a une, c'est résumer des podcasts. Donc, ça, c'est facile à faire. Il y en a une, c'est plutôt sur l'organisation. Donc là, en fait, c'est moi qui lui prépare tout. Limite, tu vois, j'ai tout. J'ai la formation, j'ai le livre, enfin, le contenu, j'en ai 1 million. Et c'est lui, il remet juste un peu en littérature pour que ça fasse newsletter. Et l'autre que je délègue, c'est présentation de tool. Ouais. Là, pareil, je lui mets en fait en mode bordel. Je lui dis, bah, là, on va présenter ces 5 outils-là. Voici les descriptions, voici les offres spéciales. Tu me remets tout ça en forme. Tu vois. En fait, c'est plus ça que je délègue, en fait, grosso modo. Ok. Ouais. Bah, tu connais, tu es sur Substack ou... Bien sûr, ouais, Substack. Et pourtant, Substack, c'est génial. Mais même si tu as préparé le truc, même si tu as tout bien préparé, tu es obligé de prendre 15-20 minutes parce que on a le souci du détail. Donc, on va remettre là en gras, là, on va changer un peu la taille, là, on va mettre un beau bouton, là, on va mettre, on va mettre ça. C'est marrant, moi, sur mes newsletters, ils sont donnés en markdown. C'est-à-dire que tu as déjà vu mes newsletters? Tu as le gros titre, ensuite tout est gras. J'ai l'impression que je suis pas dedans, là, ta newsletter. Tout est vachement structuré. Elle s'appelle comment? Empire Internet, Empire Internet, ouais. Tu en fais toutes les semaines? Non, là, je vais recommencer sérieusement. Parce que moi, je reçois pas là. Ouais. Non, j'ai arrêté. J'étais au Japon, j'avais besoin un petit peu de faire une pause et je m'étais mis en lock-in. Ouais. Tu connais ce concept? Non. Là, j'essaie de me mettre en lock-in. À Paris, c'est pas évident. Le lock-in, c'est en gros, tu vas t'isoler dans un endroit pendant 1 mois et tu t'isoles. Genre vraiment, tu parles à personne pour éviter toutes les distractions, etc.
Et il y a un truc que disait Iman Gadi, c'était le monk mode. Monk mode, c'est-à-dire genre Le singe, ouais. truc de bouddhiste un petit peu. Où Ah en non, gros, monk, c'est moine. c'est moine, ouais, c'est ça. Et le monk mode, c'est je me réveillais à 6 heures. Je me réveillais doucement, tu vois, genre à 7 heures, je commençais à travailler. À midi, je faisais une première séance de sport. Déjeuner. C'était hyper cadré, tu vois. Ensuite, bain froid, sauna. Je bossais. Le soir, bain froid, sauna. Ensuite, j'allais me coucher. Et ça, pendant... c'était un monk, quoi. Monk, quoi. Je parle à personne. Je suis dans mon truc. Et putain, la productivité. Ouais. Genre... Mais t'arrives à tenir un mois de ça. Moi, en termes de sociabilité, tu vois ça, ce genre de truc, des fois, je me mets dans des tunnels comme ça, qui durent 2 semaines. Ouais. Mais au bout de 2 semaines, je vais pas dire, c'est pas le mot, c'est pas je pète un câble ou machin, ou j'en peux plus, mais je ressens un vrai manque. Mais c'est parce que t'es chez toi. Et en plus, du coup, moi, c'est facile. À un moment donné, j'ai juste à appeler mes amis, je les vois, quoi. Ouais, mais t'es chez toi. C'est ça, t'es pas dans un endroit qui est pas chez toi. Tu vois. Ah oui, oui. Genre je moi, vois ce que tu veux j'étais dire. dans un Chez endroit moi, ouais. où, genre, en fait, il y avait rien, tu vois. J'étais au milieu de nulle part. Tu vois, j'avais rien à faire. Et ça te fait beaucoup plus. En fait, c'est ce que disait Guillaume. Il avait appelé ça dans une de ses chaînes la salle de l'esprit du temps. Tu sais, dans Dragon Ball Z. Tu vois ce que c'est? T'as déjà regardé Dragon Ball Z? Ah ouais, je regardais de ouf, mais du coup, je l'ai pas la Tu référence. savais pas? Tu sais, quand ils doivent affronter un méchant qui est plus fort qu'eux, ils vont dans la salle de l'esprit du temps. Et en fait, C'est pour s'entraîner. ouais, Ah, genre c'est bon, je une l'ai. heure, ouais, 1 heure dans la salle. Ils sont dans C'est des un nuages an. et tout, un peu là. Ouais, Ouais. c'est 1 an dans la salle de l'esprit du temps. Ce qui fait qu'ils s'entraînent pendant genre 2-3 heures Ah pendant ouais. que les autres retiennent le méchant, tu vois. Et du coup, ils ressortent de la salle de l'esprit du temps et ils sont en mode. Oui, parce qu'en fait, Ils eux, ça a trastoquent. duré, ça a duré 1 an. Eux, ça a duré Ah, 1 je an. me rappelais Ouais, plus de ça. ouais. Et ils ressortent hyper stock. Et ouais, donc du coup, le fait de lock-in, moi, si j'étais entrepreneur et que par exemple je me lançais en France, je resterais pas en France, tu vois. Paris, c'est difficile le lock-in, je trouve. Bah, moi, j'habite C'est- pas à Paris, donc je peux pas Ouais. te dire. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai l'impression qu'en fait, à Paris, il y a beaucoup de. Tu vois, par exemple, là, j'étais à Paris là pendant 2 jours. Tu vois, du coup, il y avait une soirée hier, truc, j'ai un pote dans la com, avec Ah conférence oui, j'ai vu. de Kian Kojandi, là, le mec qui a fait Bref, j'adore et tout. Tu sais, je me dis, bon, vas-y, là, il y avait 2, 3 personnes, ça m'intéressait de les voir, tu vois, c'est des clients, il y avait un pote, il y avait machin. Et donc, du coup, tu y vas. Et c'est vrai que tu y vas, tu bois une bière, 2 bières, 3 bières, tu rentres. J'ai passé une bonne nuit, hein, tu sais, j'ai dû m'endormir à 1 h du mat. Et comme là, du coup, j'avais un enregistrement à Saint-Ouen pour le documentaire. Ouais, j'étais vénère, putain. Et toi, que la soirée d'hier était à Saint-Ouen. Donc, en Ah fait, ouais. je suis rentré de Saint-Ouen à Montparnasse, là. Ouais. Parce que du coup, moi, j'arrive à Gare Montparnasse. Le studio, là, est à Montparnasse. Donc, je prends un hôtel à Montparnasse. Ouais. Finalement, on m'a collé un enregistrement de voix off à Saint-Ouen. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait la soirée à Saint-Ouen. Mais du coup, tu vois, je suis vénère. J'avais que j'ai fait 2 allers-retours Ah ouais. en Ah, l'espace de 10 heures, quoi. Mais bon, bref, j'ai quand même bien dormi. Mais tu vois, du coup, c'est quand même des distractions Ouais. que j'ai pas à Bordeaux. Enfin, ou à Bordeaux, je me mets pas dedans, en fait. Tu vois, Ouais. le soir, enfin, la semaine, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas machin, il n'y a pas de sortie. Et j'avoue que, tu vois, là, pendant 3 semaines, j'avais pas besoin de venir à Paris. Mais du coup, c'est 3 semaines de folie, quoi. Ouais. Mais ça fait du bien de couper le bruit en fait. Ah Tu sais, ouais. de couper même les réseaux, de couper les distractions. Je pense que beaucoup de gens. Il y a plusieurs choses dans la productivité. C'est de la productivité, hein, clairement. Ce que je fais, le monk mode, tu vois, ces trucs que tu pourrais mettre dans ta formation, en vrai. Un peu plus spirituel, mais voilà. Mais le truc que les gens ne réalisent pas, c'est que, par exemple, sur la productivité, je ne suis pas forcément d'accord avec Hormozy, tu vois, sur le fait que le mec, lui, il va dans une cave. Je trouve que c'est vachement toxique comme vision de l'entrepreneuriat. Ou en mode, il faut que tu bosses comme un malade, il faut que tu charbonnes jusqu'à 23 heures. À un moment, j'ai regardé une vidéo de lui, j'ai envie de dire, mais mec, ta gueule, en fait. Il disait genre, ouais, t'es en 9 to 5, donc t'es dans un boulot de 9 à 5. Bah, tu te réveilles à 5 heures. Tu prends ton petit déjeuner à 5h30, tu bosses de 6h à 9h, tu reviens du boulot, tu bosses de 5h à 22h, et après tu vas te coucher. Mais ta gueule en fait. Genre, qui arrive à faire ça sur la durée, ça n'a aucun sens. Ah oui, personne. Et je pense que plutôt que la réflexion, et je pense qu'en France, on est très bon en produits, et on a une très bonne intelligence entrepreneuriale, parce qu'on a des très bons entrepreneurs, parce qu'en fait, on est plus dans justement la construction de systèmes. Tu vois, Empire, c'est un système. Si tu regardes le modèle économique de Empire, il me ressemble beaucoup. Parce que beaucoup de valeurs, pricing plutôt premium, tu vois, client aussi plutôt premium. En fait, c'est ça que je veux. Tu vois. Je veux attirer ce type de client, et etc. Et je pense que c'est plus intéressant de réfléchir en système, c'est-à-dire de se dire, OK, je veux cette vie, je veux gagner 5 000 par mois. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle machine je dois construire pour y arriver tous les mois, tu vois,
Plutôt que de dire, je vais bosser comme un malade pour faire 5 000 euros. Tu vois, non. En fait, bien sûr, il faut bosser plus. Mais je trouve que, franchement, tu bosses 4 heures dans la journée, tu t'imposes à bosser 4 heures dans la journée. Et le reste du temps, tu vas faire du sport, tu vas marcher, tu vas rencontrer des gens, tu sors vraiment, tu te forces à sortir de cet aspirateur de l'écran. Parce que moi, j'ai été aspiré par mon écran comme ça. C'est vraiment, j'avais l'impression d'être, tu sais, quand dans Harry Potter, tu as les mange-morts qui t'aspirent comme ça, tu sais. Là, c'est trop marrant que tu dis ça. J'ai regardé cet épisode avant-hier avec Ah ma oui, fille. j'ai vu avec ta fille. C'est dans le 3, ouais. Ouais, et tu sais, vraiment, tu as l'impression, genre, tu peux plus t'en échapper, quoi. Tu es en train de s'ouvrir comme ça. Mais alors que là où la créativité arrive le mieux, et c'est notamment pour ça que tu dis les idées dans la douche, dans l'eau chaude. Quand on ne fait rien. Quand on ne fait rien et qu'on laisse son cerveau reposer, tu vois, et qu'on sécrète du coup de la dopamine et de l'endorphine. Tu sais que c'est pareil, c'est ce que je dis là, parce que du coup, hier à la conf, Kian, quand j'en dis là, le mec de Bref, le mec de. J'ai un pote dans la com qui était l'host de la conf, lui dit comment on fait pour avoir des bonnes idées. Et Kian, il disait en fait, c'est déjà quand on les cherche pas, quoi. Ouais. Quand on s'ennuie, c'est le meilleur moyen d'avoir des idées. D'ailleurs, c'est pour ça que ces mecs-là, ils vont s'enfermer un peu en monk mode, je pense, sauf sans le côté vraiment tryhard et tout, quoi, vraiment hustler. Ils vont juste en fait s'emmerder quelque part. Et tu vois, par exemple, alors tu vois, là, je fume plus, tu vois. Mais avant, tu vois, le moment, tu fumais, le moment où j'avais les meilleures idées, c'était cette clope d'avant d'aller dormir. Où j'allais dans mon jardin et je faisais des ronds, tu vois. Je tournais avec la clope et tout. Et c'est le moment en fait où en fait, tu penses à rien parce que tu dis bon, allez, après je vais me coucher. Et c'est là que t'as des petites fulgurances te viennent. Ouais. C'est comme pareil, moi, les moments où je me note le plus de trucs, et c'est chiant parce que ça m'empêche de dormir, c'est avant de dormir, quoi. Ouais. Moi, l'endroit où j'ai le plus d'idées, c'est dans un sauna. Alors ça, t'es très sauna. Ouais. Tu vois, pareil, bain froid, machin de fou. Moi, j'ai du mal avec tous ces trucs-là. Ah ouais. En fait, je comprends l'idée. Tu sais que je comprends l'idée parce qu'en fait, comme c'est très désagréable et très inconfortable au début, tu vois, et on a peur d'y aller. Et une fois qu'on le fait, on se dit bon, en vrai, faire quelque chose de difficile, y arriver, le surmonter et recommencer, en fait, t'es forcément une meilleure personne qu'avant de l'avoir fait. Parce que du coup, ça te donne plus de courage et plus de confiance, etc. Donc, je comprends le délire, mais moi, je sais pas, j'aime tellement ma douche chaude que j'aurais du mal à mais moi, j'ai beaucoup de mal avec l'eau froide. Je fais pas ça parce que spirituellement, ça m'aide à être une meilleure personne. Je fais surtout ça parce que après le sauna, j'ai hyper chaud. Tu commences par le sauna ? Ouais. Okay. Je fais sauna et moi j'habite Lisbonne, l'eau elle est hyper froide, je me baigne jamais. Hein. Mes frères ils se foutent tout le temps de ma gueule à cause de ça. Mais en fait, la sensation que tu as après le bain froid, elle est indescriptible. Genre t'as des frissons, tu vois, t'as l'impression que t'as ton énergie, du coup, ton énergie négative qui est sortie, tu vois. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue quand j'étais au Japon, par exemple, aussi au Japon, qui est l'un des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie. Et c'est un voyage qui est vachement inspirant. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas... Par rapport à Paris, tu vois, où je trouve que c'est assez toxique de vivre à Paris. J'y suis depuis une semaine, tu vois, j'ai hâte de rentrer, quoi. Tout le monde fume, tout le monde boit, il y a du bordel, les gens se poussent. Enfin, il y a pas une énergie vraiment tout est terne. Bref, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette ville, même si j'adore y revenir une semaine de temps en temps. Mais tu vois, au Japon, tout est orchestré, tu vois. Tout est comme un banc de poissons, tu sais. Genre, quand tu vas dans le métro, genre, tout le monde fait la queue, tout le monde est respectueux, etc. Et ce que j'avais écrit un post qui disait, en fait, au Japon, tu as l'impression de vivre avec 3 minutes d'avance sur le reste du monde, en fait. Quand tu as de la coordination, tu sais, comme une danse, tu sais, en fait, tu sais ton pas suivant, quoi. Donc, en fait, tu n'as plus vraiment d'improvisation et du coup, tu t'évites le chaos, en fait. Et au Japon, je trouvais ça hyper inspirant. Tu étais dans un tunnel avec genre 1500 personnes, personne ne se touchait, tu vois. C'était impressionnant. Et cette sensation de sérénité, tu vois, d'être dans le présent ancré, c'est la même sensation que j'ai, en fait, après le bain froid. Donc, c'est plus une sorte de relaxation que... Et genre, tu le fais tous les jours ? Dès que je peux, ouais, pas tous les jours. Je sais pas si c'est bien de faire tous les jours. Mais... Je sais pas. Je vais t'emmener faire un bain froid. Ah, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui me Toi, c'est padel, toi. Faut que j'essaye ça. Mais tu fais du tennis de base ou pas ? Ouais. Bon, ça va que tu seras pas un mauvais joueur de padel alors. Ah ouais ? Bon joueur de tennis ?
J'étais 15-2, je crois. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc, Toi t'as un aussi petit niveau, quand même. Alors, moi, j'ai toujours été un joueur très moyen au tennis. Ah ouais. J'ai jamais été à plus de 32, justement. Ok. Mais en fait, moi, j'avais joué au paddle, mais en fait, pour un joueur de tennis, t'as un peu le seum. Bah, T'as un peu le seum parce que. vous essayez de nous faire des passings, alors ça sert à rien, parce que de toute façon, la balle elle va rebondir et C'est on ça, va vous niquer. En fait. exactement. Genre, j'avais pas compris qu'on pouvait taper dans les murs et tout. Je dis, ah ouais, mais d'accord, Ah, mais c'est très technique, du coup. Ouais, bah du coup, c'est un autre game, en vrai. C'est un autre game. Mais les bons joueurs de tennis, en général, sont des bons joueurs de padel, tu vois. Ah ouais, ok. Bah, Et surtout que t'as de la raquette. c'est un truc d'entrepreneur, d'ailleurs. C'est très entrepreneur malgré, on sait. game, mais bon, même si tu vois, moi, tous ceux avec qui je joue, la plupart, c'est pas des entrepreneurs, quoi. Ah ouais? Donc, il n'y a pas que ça. C'est quand même un sport, un poil CSP+, et encore que, pas que, tu vois. Mais c'est vraiment cool, quoi. Faudrait que je m'y mette. En plus, t'as une application, je crois, non? Pour Ils trouver essayent, des il y en a joueurs. plein des applications différentes, ouais. Ouais. Mais genre, à Lisbonne, ça joue pas mal. Bah ouais, il y en a, ouais. Il y en a beaucoup. Et Lisbonne, c'est toujours, il y a toujours une grosse population française, entrepreneuriale et tout. Enfin, t'as une vraie grosse bande de potes là-bas? Alors, ouais. Et ça fait du bien. Pourquoi? Parce que, et c'est aussi un peu pour ça que je te disais que je pouvais pas vivre à Dubaï, parce que vraiment, pour le coup, Lisbonne, on est riche, mais on est riche parce qu'on a la mer et le soleil, tu vois. On n'est pas riche parce qu'on a un gros compte en banque. Et tous les entrepreneurs qui vont là-bas, ils sont dans cette vibe. C'est pas des flambeurs, quoi. Ouais. Genre, ils ont des grosses maisons, mais that's it, tu vois. C'est des mecs très accessibles, très sympas, qui vont avec la poussette enfin, sur la plage. Enfin, tu vois, ils sont très chill, mais très riches. C'est rare les flambeurs qui roulent en Porsche, tu vois, comme à Dubaï. Et du coup, le problème avec ça, c'est que tu as soit des gens qui sont retraités, soit des gens qui branlent rien. Et tu n'as pas de juste milieu. Donc, quand tu es un charbonneur comme moi, tu as besoin d'avoir un peu de normaliser l'effort. Tu vois, je sais pas si tu as des potes, si tu as des potes qui sont des charbonneurs. Ouais, et bien quand sûr. tu dis, ouais, j'ai fait une journée de 12 heures, c'est agréable de les appeler et de leur dire, bah, moi, j'ai pas encore fini ma journée. Tu vois. Et ils te disent, bah, c'est marrant, demain, j'enchaîne avec la même journée. Quoi, tu vois. Alors que toi, tu es en train de te plaindre, putain, j'en ai marre, je vois tout le monde sur la plage, etc. Tu vois. Et donc, oui, moi, j'ai un groupe d'une vingtaine de personnes qui sont très, très ambitieuses. Mais à côté, mine de rien, Lisbonne, ça reste un endroit un peu de retraités ou de branleurs, quoi. Ok, donc c'est genre, je trouve que ça manque de fun un peu quand même. Non, moi j'ai pas vraiment besoin de fun, mais enfin, ça fait la teuf de fou à Lisbonne, hein, même plus qu'à Paris, je pense. Mais toi, t'es pas un teufeur, toi. Ça va, j'aime bien teuffer, mais ça dépend où, ça dépend avec qui, ça dépend quoi. Mais à The Family, on faisait grave la teuf. Hein. Ça, je me rappelle. Hein? Ah ouais, t'as fait aussi? Non, on faisait des grosses teufs. Mais non, mais la teuf à Lisbonne, elle est ouf. Bah, si tu viens, je t'emmènerai, mais c'est surtout la nature, il y a vraiment. Moi, dis-toi que j'étais qu'une seule fois à Lisbonne. C'était le week-end des attentats à Bataclan. Donc c'était un peu. Ah merde, putain. Du coup, pour nous, c'est un peu pesant, tu vois, en tant que Français. Tu vois, c'est. Ouais. T'es limite, en plus, j'avais l'impression d'être un traître, de pas être dans mon pays, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc moi, ça j'avais fait un bon longtemps, souvenir hein. de la ville, mais c'était un peu pesant, tu vois. Ça fait longtemps du coup. Ouais, T'es pas c'était retourné. il y a. C'est simple, ma femme était enceinte. Hmm. Donc c'était il y a 10 ans. Ouais. Et Mais il y a 10 ans pile alors. Parce que le Bataclan, c'est quoi? C'était 13 novembre. ouais, Et bah, ça, c'était le soir de mon anniversaire, je ça suis né le 12. et bah, ça fait 10 ans dans une semaine que j'étais à Lisbonne. Ouais, bah faut qu'il retourne du coup. Parce qu'il y Ouais. a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Je me doute. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est devenu vraiment il y a plein d'expats qui sont arrivés. Et en fait, ce côté aussi. Alors, le truc, je pense, qui est difficile de partir de Lisbonne, c'est qu'en revanche, tu peux pas trop recruter de gens là-bas, quoi. Tu vois, si tu veux faire solopreneur, tu recrutes en ligne, quoi. Bah, moi, je suis passé au premier, mais de toute façon, moi, pour l'instant, si je recrute des gens, c'est que en freelance. Donc, Mais moi, je suis assez convaincu, en fait, de plus en plus que, genre, pour monter une vraie boîte, il faut des bureaux, quoi. Moi, je Ouais. crois pas du tout. Enfin, du coup, je crois plus au business en ligne, remote, machin. je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas quelle boîte a réussi un jour à pas mettre ses salariés dans une boîte et leur dire les gars, parce que en fait c'est Si, il marrant. y en a où ça marche en mode full Bah, télétravail. Tu vois, j'étais passé. Du coup hier j'étais à un dîner et du coup je passe devant un truc, je sais pas ce qu'un un hall et il y avait un de mes anciens élèves qui me reconnaît, qui me dit ah salut comment tu vas etc machin et je tourne la tête et je vois que je lui dis ah bah tu fais quoi là, il me fait bah c'est un centre de formation. Je fais putain un centre de formation vous faites quoi? Il me fait bah on est des entrepreneurs et on passe des calls pour trouver des clients. On fait du cold call, quoi. Et je lui dis, putain, trop cool. Et là, je tourne la tête et je vois 4 personnes
qui sont en train au téléphone, en train de parler avec des gens. Et d'autres qui étaient en train d'essayer de prospecter avec leur ordinateur, quoi. Je dis putain, et là j'ai eu le truc où en mode, en fait, ouais, je sais que moi, si j'étais dans ce truc-là, je prends mon téléphone, j'appelle. En revanche, si je suis chez moi tout seul, jamais je passe un coup de fil. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, grave. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as des A-players autour de toi, tu deviens un A-player parce que du coup, par définition, tu es emporté par la vague. Si tu as des gens qui sont mauvais, tu es emporté. Mais c'est extrêmement difficile et je pense qu'il n'y a que le fondateur d'une entreprise qui peut être son propre A-player, tu vois, qui peut être autant investi que ce que tu l'es, sauf avec ton assistante, tu as eu la chance de la trouver. Mais en tout cas, je trouve que c'est très difficile de garder cette énergie de performance dans un endroit en ligne parce que tu as toujours besoin d'avoir un rapport de performance. Tu vois, à The Family, on était... il n'y avait que des stars en fait, tu vois, à The Family. Donc on voulait tout le temps faire mieux. On voulait toujours sortir du lot. En mode, c'est moi... Tu sais, les pods LinkedIn, à l'époque, c'était moi qui avais donné l'idée. Il y avait une boîte de The Family qui avait codé le truc. Du coup, et je me suis dit, putain, trop cool, tu vois, grâce à moi, on a fait ça sur LinkedIn. Et du coup, on avait lancé plein d'entrepreneurs comme ça. Donc, il avait envie de sortir du lot parce que tu savais qu'il y avait de l'excellence. Et quand tu... Voilà, c'est mon opinion, mais... Non, mais moi aussi, je suis assez convaincu que le télétravail, c'est très bien parce qu'on en revient et ça va être très difficile. Mais tu vois, moi, j'ai du mal à voir comment, en fait, certaines boîtes, et pourtant, il y en a qui montrent le contraire, hein, arrivent en fait à monter des belles boîtes en full télétravail parce que aujourd'hui, tu j'arrive vois, pas à voir laquelle. Netflix pas. avait commencé à le faire, ils ont arrêté direct. Ouais. Ils ont dit, les gars, en fait, vous revenez tous au bureau. Ouais. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens qui bossaient chez Amazon, Airbnb, ils ne branlaient rien. Genre vraiment rien. Ils étaient, moi, je vais faire ma petite baignade jusqu'à midi, 13h. Ensuite, je travaille jusqu'à 14h et après, je suis en week-end. Mais en fait, Ouais, non, c'est vrai quand abusé, quoi. mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que je te dis, ils n'ont pas de rapport de comparaison, quoi. En fait, c'est ce que tu disais au tout début du podcast, hein, c'est qu'en fait, en fait, ils ont pas la même exigence envers eux-mêmes qu'ils ont auprès de leur employeur, quoi, tu vois. Exactement. Et il y avait un mec d'ailleurs qui avait fait une boîte à 1 milliard. Alors ça, c'est le requin là. J'avais bien aimé. Il avait dit ça dans un podcast. C'est le mec qui fait Shark machin. C'est une boîte de gym qui fait qui est valorisée à 1 milliard. Gymshark. Ouais, Gymshark qui est valorisé à 1 milliard. Et il disait qu'il fallait être dictateur entre guillemets avec ses. Alors c'est horrible, hein, désolé, hein, mais c'est de mon expérience personnelle. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que oui, il y a un côté un peu dictatorial dans l'entrepreneuriat. Tu vois, j'étais hier à dîner avec un mec qui a vendu sa boîte à Publicis. Et je le connais, en fait, parce que j'ai une de mes potes qui bossait dans sa boîte. Je ne vais pas dire le nom, mais de ce qu'elle me disait, c'était un gros pervers narcissique, un mec qui lui disait de bosser jusqu'à 23h, qui la tenait au bureau, qui l'empêchait de partir, etc. Tu vois. Donc tu t'es dit que c'était une bonne idée d'aller dîner avec ce mec. Non, mais c'est pas moi qui l'ai invité, tu vois, mais on l'a invité. Mais je sais que moi, ma pote me racontait que c'était un mec qui argent, tu vois, avant le... Il va être ravi, du coup, là, quand il va écouter le podcast, ce mec-là. Je sais pas, c'est pas très grave. Après, moi je l'étais très gentil, tu vois, j'ai rien contre lui. Mais voilà, en tout cas, je sais que pour certaines personnes qui ont vendu leur boîte très cher, ils ont un côté un petit peu shark, tu vois, maléfique, pas très... Mais... Après, c'est pas vraiment maléfique, c'est plus, tu vois, genre, tu peux dire, ouais, lui, c'est un connard, etc., machin, il a fait ça, mais après, c'était entre guillemets, ses exigences à lui. Donc, en fait, la faute, elle est aussi de la personne qui a accepté de subir ça. Si elle n'était pas faite pour le faire, elle avait qu'à dire, je me casse, en fait, je suis pas content avec ce métier et trouver un autre boulot, quoi, tu vois. Voilà, combien de personnes qui travaillent sur Empire ? On est 4. Donc, toi, tu as 3 personnes. J'ai que des assistantes, en fait, moi. Ma boîte, c'est une boîte que des vieux. Ouais, c'est que assistantes. Des gens qui travaillent avec Madalena ? Ouais, Madalena et d'autres personnes, ouais. Du coup, moi, je crois beaucoup à ce modèle. Avec l'IA aujourd'hui, c'est vraiment CEO, assistante, et t'as rien besoin d'autre, en fait. T'as pas besoin de marketeur, t'as pas besoin de développeur. Mais pareil, moi, j'ai veillé avec un truc qui s'appelle theassistant.com. Ouais. Et c'est méga pratique, quoi, tu vois, Ouais, c'est quoi? C'est marrant, là, je recevais un message, là, elle voulait que je lui renvoie, tu vois, un code qu'elle a, tu vois, de Dashlane. Du coup, en fait, franchement, elle a accès à mes cartes bleues, moi aussi. tous mes trucs. Mais du coup, elle me fait tout, quoi, tu vois.
Elle a des trucs où elle me fait des trucs spontanés. Et elle a des trucs où c'est des procédures. Donc, c'est des trucs, elle sait qu'elle doit le faire tous les jours. Ok. Enfin, je dis elle, ça peut être il. Tu vois, d'ailleurs, moi, en fait, tu lui donnes un nom. Ouais. Tu vois, moi, ça s'appelle Camille, ou il s'appelle Camille. Ok. Parce qu'en fait, c'est plusieurs personnes. Donc, moi, je sais jamais la même personne. Ok. Je parle jusqu'à un mail, en fait. Je lui donne des procédures et des demandes par mail. Elles sont enregistrées. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont faits par des humains. Et plein de trucs qui sont faits aussi en IA. Tu vois, en fait, c'est un peu un modèle hybride. Mais toi, tu sais jamais quand c'est IA ou quand c'est de l'humain. Mais par contre, tu sais que toi, tu vois juste le résultat. Et le résultat, il est fait, quoi. Ok. J'ai jamais testé votre assistant. Je vais peut-être tester. C'est theassistant.com. Ok. Moi, je suis avec Madalena. Ça se passe bien. Non, mais Madalena, elle bosse hyper bien. Hein. Bah, moi, je suis avec Manon. Alors, j'ai beaucoup critiqué les recrutements. Mais j'ai eu de la chance, si je dois dire comme toi, tu as eu de la chance de rencontrer ton assistante pour les montages vidéo. Là, vraiment, la personne que j'ai rencontrée, si elle m'écoute, voilà, je lui enverrai ce truc parce que je lui ai jamais dit. En vrai. Enfin, si je lui ai souvent dit merci, je t'aime, sans toi, je ferais pas ça. Mais je pense que je serais pas là où j'en suis sans Manon, sachant que Manon m'a vraiment sauvé du burn-out. Parce que quand j'avais commencé la formation et que je vendais genre 10 formations par jour, tu vois, explosion de support client, etc. J'étais là à gérer les bugs, les trucs, bref, c'était un calvaire. Elle a tout repris et en fait, elle m'a donné, j'ai vraiment compris grâce à elle avec quel type de personne je voudrais bosser. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte avec Manon, et je disais ça à Matt Gray, je lui dis en fait, les personnes avec qui tu bosses, c'est au point 2. Si tu as fait de la merde, tu vois, ils vont t'aider à enterrer le cadavre, tu vois. Enfin, ouais. un truc un peu, je sais pas, c'est un peu hardcore que je dis, mais je sais qu'en fait, j'ai tellement confiance en elle, tu vois, que je sais comment elle réagira. Bon, je sais qu'elle elle prendra les bonnes décisions, tu vois, pour que ça se passe le mieux possible pour moi, en fait. Quand j'oublie, quand je fais de la merde, quand je suis pas concentré, quand elle me rappelle, tu vois, les trucs. Et comme si c'était ma cofondatrice, tu vois. C'est elle elle a restructuré les process, elle a retravaillé, etc. Machin. Et c'est quelqu'un qui prend l'extra miles, tu sais, qui fait vraiment attention à toi comme si c'était quelqu'un de ta famille, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est hyper important. Et moi, j'avoue que j'ai de la chance là-dessus. Moi, j'ai un peu un triptyque de 3 personnes autour de moi. J'ai Charles, qui est mon bras droit. Vraiment, en fait, là, c'est plus, j'essaye en fait de. C'est quoi, assistant aussi? Mais non, c'est un vrai, tu vois, la vraie fiche de poste de bras droit. Tu vois. Ok. Bras droit, c'est-à-dire, en fait, un bras droit, c'est quelqu'un qui doit être ton double. C'est-à-dire que si t'es pas là, tout ce que tu fais, il sait le faire. Ok. Parler à un client, il sait le faire. En fait, et ça prend des mois, des années. Donc j'espère qu'il restera des années avec moi, on verra. Mais en fait, normalement, ton bras droit, genre si tu pars faire Koh-Lanta ou faire quoi pendant un mois, il est capable de prendre ta boîte mail et de comprendre en fait chaque truc et d'écrire comme toi, de parler comme toi, de comprendre les sujets comme toi, de savoir où sont les choses et en fait de faire des actions à ta place. Ok. Le seul truc qu'il peut pas faire à ta place, c'est la représentation. Si tu peux pas genre aller faire un dîner, enfin bon, il pourrait pas être là à ma place dans le podcast, quoi. Voilà. Ça, c'est le bras droit. Et ça, tu vois, bon, j'ai Charles avec moi depuis 2 mois, donc tu vois, c'est tout neuf. Mais déjà, je vois à quel point il m'aide, à quel point c'est game changer pour moi en 2 mois. Je ne sais même pas espérer ce que ça va être dans 6 mois. Du coup, Capucine, qui n'est pas une assistante, c'est pareil, c'est ma content manager. Donc, c'est vraiment elle qui chef d'orchestre, toute ma partie, tout ce qui a rapport avec le contenu, qui est une grosse partie quand même de ma life. Et j'ai du coup Delphine sur toute la partie vraiment administrative et finance. Ok. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un seul virement, une seule carte bleue, genre pas une facture, une pré-compta ou quoi. Tout ça, c'est dans le giron de Delphine et full confiance. Je sais que c'est fait. Toi, tu avais eu des salariés quand même? Ah, mais j'en ai eu plein. Mais comme j'ai. Bah, c'était ça. Je recrutais très vite et je virais très lentement. Ah ouais. Donc, ce qui fait que je perdais beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Donc, à un moment donné, j'ai pété un peu un câble et j'ai dit j'arrête. Mais à un moment donné, même, j'ai arrêté 0-0, tu vois. En 1 an et quelques. 1 an, presque 2 ans, j'étais vraiment tout seul. Donc à un moment donné, tu arrives vite à un plafond. Ouais. Et c'est là que j'ai repris donc, Delphine, après Capucine et maintenant Charles. Et là, tu vois, je recrute encore 2 personnes. C'est juste que je ne suis pas encore prêt à prendre des CDI. Je prends encore des gens en freelance là. Ouais. Parce que je suis plus à l'aise, tu vois. Déjà, je trouve les freelances, ils ont un peu un cerveau mi-salarié, mi-entrepreneur. Donc en fait, j'aime bien parce qu'ils ont un peu les forces des 2 côtés. Ils peuvent aussi avoir les faiblesses des 2 côtés, mais moi, je choisis de voir les forces des 2 côtés. Et donc, en fait, c'est ça que j'aime bien, tu vois, quand même. Le problème avec les freelances, je trouve, c'est qu'ils commencent par faire un truc,
ils sont bons dedans. Du coup, tu vas les recruter pour faire ce truc. Et à un moment, ils se sont chiés à faire ce truc. Ils changent et toi, du coup, tu recommences à zéro. C'est un peu le problème du solopreneuriat, je trouve. Et c'est là, en effet, où il y a il y a des limites et qu'à un moment donné, ça dépend de l'ambition. Si tu es très ambitieux, en effet, c'est des bureaux, des gens en CDI et tu construis ton équipe autour de ça, quoi. Je pense que le truc que nous, on fait vraiment, 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 on est mauvais. Alors moi, je pars surtout pour moi. Je sais pas si c'est Mais ton il y cas, a mais moyen que ce soit mon cas aussi, hein. en fait, toi, je te considère un peu comme un solopreneur aussi. Mais du coup, tu as managé des équipes, donc c'est ce que je te disais. Mais c'est en management, quoi. Moi, je trouve qu'on est trop nul. Et moi, c'est parce que je suis un autiste. Moi, en fait, moi, ce Mais que moi, je c'est préfère, pareil. c'est avoir Mais non, mon mais moi, casque sur les oreilles et je suis sur mon ordi et mais pareil. de 6h à 18h, je Mais fais c'est que un ça, gros quoi. problème, en fait. Je trouve que c'est un énorme problème dans la croissance d'une boîte. Il faut en avoir conscience. Et surtout, je pense qu'on est des autistes, mais on est surtout des people pleasers. Tu vois, on a souvent été des people pleasers. Moi, j'ai souvent été un people pleaser. Tu peux dire ce que En c'est, mode- c'est-à-dire que nous, en fait, on veut faire plaisir aux gens. Bah oui. Donc, en fait, et alors, le problème, Mais c'est moi, que j'ai quand- pas envie de vexer le mec, tu vois. Ouais. Genre, je lui dis, c'est pas grave, écoute, fais attention. T'as pas envie de lui mettre une charge dans la gueule. Alors qu'en fait, c'est possible alors de qu'en mettre fait- une charge en étant tout à mais- fait poli et Mais en étant pertinent, quoi. authentique, en fait. Ouais. T'es exigeant, t'as envie d'être Ouais. millionnaire. En fait, c'est pas possible d'avoir ce comportement moi, tu vois, tu lui dis, écoute, moi, je veux devenir millionnaire. Toi, tu veux pas devenir millionnaire, il y a aucun problème avec ça. En revanche, voilà moi ce que j'attends. Tu vois. Et c'est ce que faisait Guillaume Houbèche. Hein. Guillaume, il était, tu vois, quand il y avait quelqu'un qui faisait pas le game, il le virait très vite aussi. Il mettait beaucoup de temps à recruter, mais en revanche, il virait les gens. Et c'est ce qu'il disait aussi quand j'étais à Captain avec lui. Il me disait, en fait, quand quelqu'un veut pas jouer dans la même team que moi, bah en fait, tu peux rien faire, c'est pas grave. Mais le jour où il a arrêté d'être people pleaser, c'est là où il a rencontré ses A-players. Parce que pour le coup, Guillaume, il a rencontré des bons A-players. Tu vois. Genre, franchement, sa team, c'est. Moi, je C'est connais des pas brutes. toutes les personnes qui travaillent à l'Empire, mais j'en connais principalement deux. Bah, Comme, Kevin, déjà, très fort. Son head of automation aussi, il est très je ne fort. connais pas lui. Moi, je connais son head of growth, Erwan. Ouais, Erwan, très fort. Erwan, Head folk, ouais. Erwan, franchement, moi, si je devais recruter un mec dans ma life ou même m'associer avec quelqu'un, c'est Erwan. C'est l'un de mes mecs préférés de l'écosystème, quoi. Mais c'est aussi le mec, Guillaume, qui était. Alors, lui, pour le recrutement, le truc qu'il a fait que nous, on fait pas, tu vois, aussi pareil, vu qu'on est des autistes, c'est de faire beaucoup de calls. Tu vois. Genre, lui, il allait chercher les players. Tu vois, par exemple, le Erwan, à mon avis, Guillaume, il lui a parlé il y a, je sais pas, 1 an. Tu vois. Et après, le mec, il lui a redonné. Enfin, Guillaume, il a dû lui envoyer un message en mode bah tiens, je recrute un head of growth, et on se refait un call. Et vu qu'ils avaient déjà engagé la discussion, qu'ils s'étaient déjà suivis, qu'ils se connaissaient, ça avait créé déjà du lien. Tu vois. Donc, tu as vraiment. Moi, je suis peut-être un peu au milieu. Moi, ça, je le fais un peu quand même. Ouais. Quand il y a des gens qui m'intéressent, bah, déjà, il y en a plein que j'ai envie dans le podcast. C'est où, quoi. Et quand même, je fais quand même. Tu sais, en fait, je peux te donner un hack là-dessus. Tu vois, moi, en fait, comme je vais au padel, donc j'ai les moments, ça dure 20 minutes de voiture. Aller, retour. Bah, moi, dans mon Lemcal, c'est l'équivalent de Calendly, j'ai tous ces moments en voiture, ils sont mis dans une plage de viability. Okay. Ça s'appelle le viability voiture. Et du coup, j'ai un lien qui est juste pour ces créneaux-là. Ah ouais, et donc, en fait, pour ces calls en fait, où tu n'as pas besoin d'être derrière un ordinateur et où tu sais que c'est pas une personne qui va être vexée que tu lui parles un cerceau entre les mains, et bah, du coup, tu vois, des gens comme Erwan, des gens comme, pareil, le head of growth de Exa, tu vois, mec, pointure, quoi. Bah, ces mecs-là, en fait, j'ai rien à leur vendre, ils ont rien à me vendre. On sent on peut se plaire professionnellement, on a envie de se parler. Bah, tu vois, des catch-up de 15 minutes, ça va, tu vois. Ouais. Là, en effet, je vais un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure avec ces fameux calls de synergie ou quoi. Là, c'est plus des calls où on a juste envie de se rencontrer, quoi, tu vois. Exactement. Ouais, et comme j'ai pas envie d'aller boire un café, ça prend tout le temps parce que tu vas pas boire un café pendant un quart d'heure, tu vois, t'es poli, tu vois, sinon tu le bois et ciao, c'était un plaisir. Là, au moins, la visio, t'as un quart d'heure, tu sais ce que tu fais et tout. Exactement, mais c'est ça aussi le problème. Ça, moi, je le fais quand même, du coup. C'est ça le truc aussi qu'à Dubaï fait la différence, c'est pour ça que c'est facile de rencontrer des gens bons. J'ai 2 théories sur ça. La première, c'est qu'effectivement, tu peux rencontrer un mec hyper bon dans un beach club, tu vois, ou alors à une soirée bateau, yacht, tu vois, un mec qui est une brute, tu vois, juste parce qu'il est là. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, à Dubaï, les mecs n'ont pas le temps d'être médiocres, tu vois. Il faut qu'ils raquent 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois pour survivre. Tu ne peux pas vivre en dessous de 10 000 euros par mois à Dubaï, tu vois. Ouais. Donc, ils sont obligés d'être bons, entre guillemets. S'ils ne sont pas bons, ils partent. Donc, ça fait le filtre naturel du truc. C'est pour ça que, en fait, Dubaï, enfin, je suis un peu jaloux de ce truc parce que c'est tellement cool. Tu fais la teuf, tu rencontres tes partenaires in business, et en plus de ça, tu fais du cash, quoi. Ouais. Et en plus de ça, tout le monde s'entraide. Ah, c'est juste que j'ai l'impression que moi, c'est pas une trop mon mentalité état d'esprit. Mais moi non plus. Mais ça a un truc, tu vois, vachement.
vachement agréable de se dire ça. Moi, tu vois, je suis allé à Bali, j'ai rencontré le head of sales comment il s'appelle Antoine Blanco. Ah ouais. Et en fait, tu vois, j'aurais jamais pu le rencontrer ailleurs qu'ici, quoi. Les mecs sont pas visibles, ils sont pas sur LinkedIn. Ouais. Il est dans l'ombre depuis le début, mais il a mis tous les process d'Antoine Blanco, donc je le connais. Tu vois, j'ai son numéro, je voulais bosser avec lui, etc. Ça va peut-être se faire à l'avenir, mais tu vois, c'est vachement important d'avoir des drop names en tête, en mode, je connais quelqu'un, lui, je l'ai rencontré, il a l'air smart, et c'est le livre Who, tu vois, genre WHO, qui t'explique ça. Et à The Family, on faisait ça. À chaque fois qu'on avait un mec qui sortait un peu du lot, on le notait dans un petit calepin, et si on cherchait quelqu'un, on le contactait avant même de postuler l'offre, tu vois. Mhm. Et d'ailleurs, tous les recrutements de The Family se sont faits dans des circonstances complètement what the fuck, tu vois. Mais ça, ce truc j'espère que moi, avec Empire, j'espère que je vais recommencer à, tu vois, refaire des calls, refaire cette connexion avec les gens, parce qu'en fait, on est tellement des autistes dans notre coin que les seules personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est des gens qui avaient payé mon mastermind. Tu vois. Adri, elle avait payé mon mastermind. Elle nous avait aidé, Ah oui. Adri, elle nous avait oui, aidé avec Thibaut à faire le mastermind. Tu vois. Très, très, très talentueuse. Forcément, les gens Adri qui Perus. dépensent 10 000 euros pour un mastermind, tu te doutes que c'est des superstars. Tu vois. Donc, tu peux aussi recruter tes clients et après, tu leur donnes plus d'argent qu'ils t'en ont donné. Quoi. Ouais. Tu sais, en matière de connexion, du coup, bah, finalement, je pense que Carlos, tu vas le rencontrer. Ah, Le mec, on a bah pas vu voilà. le temps passer. Le mec, il est 15h50, quoi. En fait, on a parlé genre 1h40, quoi. Donc, je pense que, tu sais que je pense que c'est peut-être le record, parce qu'en général, je fais jamais des trucs Ah ouais. des épisodes de Tu au-dessus sais de c'est qui avait pété comme ça? C'était le podcast que j'adorais d'ailleurs. Ouais, de Flo Emo. Ouais. Bah, tu sais Ils ont qu'ils arrêté, arrêtent là. ça, ils se séparent là. Ouais, c'est dommage. Ouais, et c'est ça que le format où ils avaient fait des podcasts 2h30, de 4-5 3 heures. non, ils avaient fait des podcasts de 4 heures. Ouais. Ils faisaient une pause, ils dînaient au milieu et tout. Ouais. Et tu sais que ça, je kifferais, ça, ce format. Et tu devrais Nous faire reprendre. comme Carlos des dîners avec plusieurs personnes et tout. Tu sais que c'est dans ma C'est dur à. C'est dans filmer, ma. en vrai. Justement, j'ai hâte d'en parler avec lui là juste après, là, Carlos Diaz, qui a lancé Le Festin. Ouais. Mec, moi, c'est dans ma checklist de trucs à faire. J'ai appelé, moi, ça s'appelle Dîner Ardisson bis. Parce que tu sais, Ah ouais. c'était Ardisson qui faisait ça à la télé. Et je trouvais ça trop cool. Et tu sais, j'avais commencé à prendre des devis et tout. Et tu vois, avec mon demi-frère qui a une boîte de prod, il me fait, bah, en fait, si tu fais un truc quali, bah, tu sais, il faut la salle, il faut que tu vois, enfin, il faut que tu imagines que du coup, c'est un dîner. Tu veux combien de personnes? Je dis, bah, je sais pas, au moins 8, quoi. Puis, bah, c'est 8 micros à dérocher, tu vois. Les caméras, t'en as, mais t'as Non, c'est du une taf. caméra là, Ouais, une c'est du caméra taf là, une de ouf. caméra là. Ouais. T'as une caméra, tu sais, qui, sur un espèce de Ouais. petit train, là, tu sais, qui fait le tour, enfin, sur des rails, pardon. Ouais. Et puis surtout que C'est une vraie prod, quoi. ça a l'air d'être hyper facile. Genre, eux, vraiment, il a bien craqué le truc, je trouve. J'ai L'épisode regardé ça. 1, là, avec. Trop alors, bien. En plus, il y a Oussama et Valran qui prennent beaucoup la parole. Ouais. Et sinon, tout le reste du casting était aussi cool. Et puis, Carlos, c'est un super chef d'orchestre là-dessus. Tu vois, Ouais. je lui envie un peu son aisance et sa répartie. Tu vois, moi, on le voit quand je parle. Tu sais, souvent, en fait, on voit que même je m'auto-coupe la parole, que je cherche mes mots avant de faire le truc. Tu vois, j'ai Ouais. du mal, en fait. J'envie les gens, tu sais, qui ont une élocution qui est naturelle, tu vois, qui cherchent pas leurs mots, où tout est fluidace et tout. Ouais. Moi, on sent que je suis un peu excité du vocal, tu vois, je mange des mots, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et que c'était du vocal. Putain, moi, j'ai eu du média training à The Family, mais il y avait. Ouais, non, après, ça, c'est plus le. J'ai remarqué que d'ailleurs, sur le contenu, l'aura, la prestance était vachement importante. Ouais, La ouais. manière que tu as de parler, ton teint de voix, tu vois, par exemple. Là. Toi, tu as un teint de voix qui porte beaucoup plus que moi. Moi, j'ai une voix vachement monotone, Ouais. mais. Mais qui est bien, qui peut être calme, c'est juste, bah, toi, si on devait se faire un conseil chacun, moi, en Ouais. effet, je pense que je parle trop fort, même mon entourage me le dit, Ouais. quand tu es au téléphone, ça va faire, tu pars, tu pars trop loin, reste calme, tranquille. Et toi, justement, peut-être que tu es un poil trop, il faudra peut-être que tu. Ouais. Je travaille dessus en ce moment, ouais. Pour le coup, un Kevin Dufresne, ça s'écoute clairement en 1,5, quoi. J'écoute tout en 1,5 maintenant, de toute façon, mec. Moi, je suis en J'ai une extension 1,25, Chrome. moi. Je n'écoute même plus de vidéos YouTube. J'ai une extension Chrome qui me résume le texte d'une vidéo. Genre, je regarde plus les vidéos. Ouais, mais moi, si j'aime bien comme c'est. En fait, je regarde YouTube, c'est mes moments de détente pendant que je déjeune ou quand je fais une pause, quoi. Ouais. Donc, je peux quand même pas rendre la pause en mode il faut que je fasse de la lecture, quoi, tu vois. Bon, bah, du coup, ouais, Bon, on va l'arrêter. sur la On fin coupe. pour aller moi, je passe une Comment petite tu conclus pause. l'épisode? Alors, en général, je conclus l'épisode en demandant à mon invité Ouais. où est-ce qu'on peut le suivre. Donc là, je pense que les gens qui nous ont écoutés, Ouais. ils savent qu'on suit Kevin Dufresne
sur LinkedIn. Ouais. Insta un peu. Alors toi, tu as 2 comptes sur Insta, j'ai jamais compris trop. Ouais, j'ai un compte pro, un coup de perso. Ça sert ça? Non. Ouais. Grosse connerie. Tu sais, je crois que tu peux fusionner 2 comptes, non? Ah ouais? Ça, j'aimerais bien. Mais bon, après, j'ai des posts, j'ai pas envie de les saouler avec mon contenu. Bon, après, je sais pas. C'était peut-être une connerie parce que justement, tes potes like, du coup, tu peux peut-être faire Bah ouais. Puis à la rigueur, enfin ça, ils peuvent s'inscrire un peu si tu veux. Ouais. Ou ils me bloquent au pire. C'est pas Au très pire, grave. ils te rayent de leur vie. Non, ouais, Insta, LinkedIn, Et newsletter, c'est quoi, empireinternet.com ou .co? empire-du-6 internet.com. Ouais. Ok. Tout à fait. Et, La page est bien et du coup, c'est quoi les gens ils s'inscrivent sur des. Il y a Alors, des tu peux démos, des tester, bêta-tests, il y a des tu quoi? peux tester pendant une semaine. J'ai fait un format pendant une semaine. Malheureusement, il n'y a pas de période d'essai gratuite parce que du coup, c'est une équipe qui bosse derrière et qui vérifie les contenus que je paye. Donc, je peux pas faire du gratuit. Puis, il y a tous les outils, les C'est juste que applis, tu les peux trucs. payer qu'une semaine. Tu peux payer qu'une semaine et arrêter à la fin. Ouais, Donc si tu c'est veux. 250 balles ou un truc comme ça. Voilà, quoi. exactement. Ok. Ouais. Et si ça te plaît Non, mais pas. c'est pas mal. En vrai, 250 € pour voir. C'est Bah vrai oui. que 1000 € pour voir, faut avoir confiance, quoi, tu vois. Ouais. c'est Alors ça. que 250 € pour voir, tu les mets. Ouais. Franchement, pas de C'est problème, ça. quoi. En tout cas, dans la 24 heures, tu as tes contenus. Et la phrase, je suis content, c'est de invisible à omniprésent dans les prochaines 24 heures. Pas mal. Bah, la promesse est là. Voilà. Bah, merci en tout cas. Bah, merci Voilà. à toi. Le sponsor de cet épisode est. Non, Je ne sais faut pas plus. faire ça. Je ne sais plus du tout. Donc, bah, je l'embrasse. Dans tous les cas, il y aura une vidéo au début. Merci pour la sponsor. Ouais, bah, merci hein, quand même. Il y a du travail. On paye des gens. Faut bien que ces gens-là soient payés, quoi. Sinon, je ne Ouais. pourrais pas, quoi. Bah, si vous êtes sur YouTube, évidemment, on s'abonne. En plus, là, je pense que quand les gens écouteront cette vidéo, j'aurai enfin passé les 10 000. Là, je crois que je suis à 9 990 là. C'est beau. Putain, quel game Résilience, YouTube. hein, ouais. 10 000 en 2 ans, mais alors, si tu voyais le nombre Je de crois que ça va reels et de... s'accélérer après les 10 000. Hein. T'es Quand tu sûr? commences à la monétisation. Bah, en fait, plus c'est plus tu as de vidéos, plus tu as de chances de percer. Ouais. Bah, Inch'Allah, mais bon, je vais voir. Là, 2026, ça va être important sur YouTube. Il faut que je prenne des décisions là. Parce que Prends aujourd'hui- Empire déjà, je pense. Ce serait bien que tu le fasses. Mais franchement, mec, envoie-moi un lien là directement là quand tu sors, comme ça moi j'y pense. Mais Ouais. il faut vraiment que je teste. Faut que tu fasses Et- des vidéos plus où tu te montres toi aussi. Ah, mais moi, c'est Des mon trucs, but des invités. 2026. Ouais. Je veux une fois par semaine une vidéo brute. Ouais. Parce qu'il faut que tu fasses interview et aussi toi, parce qu'on sait Mm. pas qui t'es. Tu vois. Mais tu sais, alors ça, c'est un Interview les gens, conseil. mais moi je sais pas si je t'es sais un même pas ce que tu fais. Tu vois. Ouais. Je sais pas si t'es un expert YouTube ou quoi, mais tu vois, là, on commence à me donner un peu de conseils. Et on me dit, en fait, tu vois, là, la chaîne s'appelait La Chapelle Radio. Et moi, en fait, j'aimerais que la chaîne maintenant, elle s'appelle Hugo Benz, tu vois, avec mon blaze, Ah oui, grave. etc. Donc, déjà, c'est la première chose. Et ils m'ont dit, refais une autre chaîne que tu appelles La Chapelle Radio. Et là-dessus, tu ne mets que le podcast. Ok. Et aujourd'hui, tu peux le cross-post, tu sais, Ouais. sur les 2 chaînes. Et aujourd'hui, sur Hugo Benz, eh ben, tu ne mettras en fait que les vidéos. Bah, tu mettras le Mont Blanc, tu mettras toutes ces nouvelles vidéos, plus code de YouTube que tu vas faire, Ouais. les vidéos face cam, etc. Hugo Benz Entrepreneur et La Chapelle Radio, c'est le podcast, mais il faut que tu le mettes à part, quoi. Ouais, ok. Ouais, ça pourrait être, ouais, c'est une bonne strat. Après, ça fait 2 chaînes à contrôler, c'est un peu de boulot, mais bon. En vrai, c'est la même chose, hein, parce qu'aujourd'hui, tu peux les cross-post. Ouais. Donc, en fait, les podcasts Il sont faut savoir officiellement sur la chaîne Faut La Chapelle savoir ce que Radio. tu vas dire dans ta chaîne perso. De quoi? Faut savoir ce que tu vas dire dans ta chaîne perso. Je sais très bien, moi, je vais parler que de marketing d'influence. Ok. Je vais vraiment être identifié numéro 1 là-dessus, quoi. Ok. Il n'y a personne qui le fait mieux que moi, il y a personne qui connaît mieux que moi, etc. Je veux vraiment matraquer On est dans le là-dessus, même quoi. secteur maintenant un peu. Moi, je suis dans le personal branding, tu es dans le marketing d'influence. Bah, ouais, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on parle aux mêmes personnes. C'est-à-dire que toi, en fait, tes clients, c'est ma supply. Parce que moi, les gens qui payent, c'est les marques. Moi, c'est les SaaS. Ok. Ouais. Bah, par exemple, toi, tu pourrais être client de chez moi. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, j'ai une audience déjà, mais ouais. C'est en effet. Mais le jour où tu l'auras Si je essoré, veux, bah, avec direct, ouais. ouais. C'est clair, carrément. Bon, après, toi, comme tu as un produit cher, tu pourrais ne pas payer les influenceurs, mais leur offrir ton produit gratuit à. Ouais. Je pense, bah, alors, pas gratuitement, mais ouais, je pense. Ouais, je vais voir là comment ça se passe sur les prochaines promos, mais oui, l'année prochaine, je pense que je vais faire un. Bah, tu sais que toi, là, quand même, le biais qui va être important, c'est qu'à un moment donné, si Empire Internet est utilisé par ces 10 stars de LinkedIn, mec, tout le monde Ouais. va comprendre. Bah, dire, bah, en fait, c'est la norme, en fait, tu vois. Ouais, Pourquoi tout le monde s'est jeté sur Notion à un moment donné? Parce qu'en fait, tout le monde était sur Notion, donc tu dis, bah, c'est la norme. tout à fait. Tous les meilleurs sont dessus, donc. Je vais le proposer à Matt Gray, mais j'ai peur que ça le mette au chômage pour le coup. Bah, j'ai un peu scalé ce qu'il fait, quoi. Ah, mais tu te proposes un peu déjà aux stars LinkedIn français, tu vois, pour déjà tester sur la France, quoi. Ouais. Ouais. Je vais voir. Mais je pense qu'il y a un gros personnage qui va sortir de YouTube mais avec Empire. Bon,
Ciao, mon Merci poteau. pour l'invitation. Merci à Studio Stories. Et abonnez-vous à cette chaîne. Mais oui, abonnez-vous, quoi. Maintenant qu'on aille chercher les 100 000, quoi. Putain. Il y a un puisse cadeau devenir pour les 10 youtubeur 000. à plein temps, Attends, quoi. qu'est-ce que tu fais pour les 10 000? stuff En vrai, j'aurais les 10 000, Phrase à la tête. j'aurais les 10 000 avant le documentaire. T'es encore à Paris, toi, début décembre ou pas? Je reviendrai à Paris, ouais. Eh ben, On fait un dîner? mais t'as dû recevoir dans ta boîte mail un. Tu sais, je fais l'avant-première de Objectif Mont Blanc. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais envie. Donc là, l'avant-première sera passée. Donc allez sur la chaîne YouTube Objectif Mont Blanc, allez voir le documentaire, mettez un like, commentaire. Il faut que ça soit une vidéo. C'est the vidéo du game B2B sur la création de contenu. Et bim. Et on va s'arrêter comme ça. Et ciao tout Allez. le monde, bisous. Ciao.